Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM MVX, le troisième de la semaine. Comme chaque mardi et chaque vendredi, je vous accompagne dans l'univers passionnant du Web3, des NFT, de la blockchain, et le vendredi, et le mercredi, pardon, également en anglais. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce nouveau numéro qui s'annonce encore très intéressant, passionnant et diversifié? Moi, oui, et je ne suis pas tout seul, car je suis avec Kevin, notre expert du staking et également développeur chez Dinovox. Grau morning, Kevin, comment vas-tu? Grave, Jérém. Ça va bien. On se met en route tranquillement. Pour le On a encore week-end fait la fête toute la nuit. ah, c'est vrai? Non, non, j'exagère. T'as fait la fête toute la Je suis nuit? un peu, Qu'est-ce que t'as fait? non, je suis un peu décalé. Ah ouais? Ah, le Ouais, rythme Web3. à le rythme Web3. Je comprends. Je suis également avec Arnaud, ambassadeur Atom Protocol et entrepreneur. Salut Arnaud, comment tu vas mon copain? Salut mon poulet, bah écoute ça va très bien. Toi par contre je sais pas tes petites voix là, Ouais, ce qu'est-ce qui se matin, passe? faut diesel. Diesel, ok, Diesel, ça va vas-y. venir tranquillement, mais un peu fatigué, ouais. Mais ça va. Tu sais, Pourtant que t'étais l'appétit debout vient tôt en là ce mangeant. matin, hein. Ouais, ouais, tous les On matins. s'est écrit la première fois à 7h30, t'étais là, Ouais, hein. ouais, très tôt toujours. Mais non, ouais, ouais, c'est un petit matin doucement. Mais bon, l'appétit vient en mangeant, t'inquiète pas. Ça va arriver. On est aussi avec Joachim. Content de retrouver ta voix. Joachim, est-ce que tu vas mieux? Je rappelle que tu es fondateur de Gaopa Labs, une solution de supply chain sur MVX. Comment ça va, Joachim? Bonjour Jérém, bonjour à tous. C'est le grand Cette test. voix. Ouais, je teste encore je teste le pouvoir, mais je suis là en tout cas. Tu vas nous interpréter Sous le vent ou pas ce matin du coup? On verra, on verra. Si vous êtes sage. Pour ceux qui n'ont pas la ref, chanson de Garou et Céline Dion. Que tu vas d'ailleurs nous chanter. Et si Et tu si tu crois crois que c'est que fini, c'est fini, Oh la vache, je jamais. t'es pas prêt. savais que t'étais chaud. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, bah voilà. Ah, Foudre aussi. Foudre nous a Bah oui, rejoint. dis-moi. Non, en fait, ça bug un peu. Tu as mis du temps à monter, et donc je viens à peine de voir. Foudre, rédacteur tech au Journal du Coin, analyste on-chain sur Multiversix. Comment vas-tu, mon Foudre? Bah écoute, la forme, je suis prêt pour le petit clash des blockchains. Mais oui, 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 c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors, on a Matt Block là qui demande la parole. Et en fait, je sais pas c'est qui, donc je suis un peu embêté parce que bon, on commence en roue libre hein, ce matin, mais en fait, en gros, ce matin, on est censé recevoir Mathias et ça se trouve c'est lui, Mais c'est lui, mais c'est pas le et Twitter Head qu'il of m'avait donné. Salut Cryptostone. Matt, comment vas-tu? Hello les gars, est-ce que vous Matt? m'entendez? Bah ouais, très Ouais. bien. Mais en fait, Matt, je suis un peu étonné parce que sur LinkedIn, je t'ai demandé ton Twitter et tu m'en as donné un autre. Ah bon? Bah écoute, à moins que j'ai complètement rêvé, mais tu m'as envoyé Croco Vivant. Bah Croco Vivant c'est mon handle et Madblock c'est mon nom. Enfin c'est mon surnom Ok, sur Twitter. donc c'est toi. Ah ouais, ok, d'accord, très bien, Et n'importe quoi. ouais, c'est bien moi. Ok, voilà, maintenant je comprends mieux. Bah, écoute, bienvenue Mathias. Donc comme tu le sais, tu passeras à 10h30. En attendant, je vais lancer le programme du jour, un programme encore très divers. On va commencer. C'est quoi ça? Une bombe? C'est OK, bon. Alors d'abord, Arnaud va nous faire un petit débrief sur, les news de, Atom Protocol qui a rendu bullish tout l'écosystème. C'était, je crois, hier ou avant-hier. C'était avant-hier et en plus c'était sympa parce que ça s'est fait complètement en marge en fait de notre, GMMVX en anglais où on avait reçu notamment Ahmed. Donc, le timing était plutôt cool. Ensuite, on recevra donc Mathieu, qui est déjà là, président de Cryptosphère, la première association étudiante dédiée à la blockchain, qui viendra nous expliquer un petit peu son parcours et le rôle justement de cette association. Ensuite, nous recevrons Frenchy de Proof of French, qui est un copain, qui viendra nous raconter un peu qu'est-ce qui se passe sur le marché NFT, puisqu'on voit les très grosses collections eh bien, s'effondrer.
Donc, il viendra nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Et à midi, le moment que vous attendez tous, Clash de blockchain, qui sera aujourd'hui dédié au défi de l'adoption. Et pour cela, j'ai réuni un panel de haut vol, puisque nous aurons Abdel de Starknet, Gourou, que vous connaissez déjà, on aura Foudre, on aura Olivier également, développeur chez Solana, et on aura aussi un monsieur qui s'appelle Oods, qui est celui qui est en charge du marketing pour Polkadot. Voilà, donc un rendez-vous que j'attends avec impatience et je pense que vous également. On va commencer avec Arnaud, mais d'abord, je vous invite toutes et toutes à mettre un like, un post, un commentaire sur le space pour faire venir vos proches. N'hésitez pas à mettre également le lien dans vos différents réseaux sociaux, Channel Telegram, Discord. Bullshit vous offre des Ricolas, si vous voulez. Rismous vous offre du pain. Et je profite d'ailleurs pour l'occasion, pour faire un petit coucou à tous les membres du club GMMVX Group Privé, sur lequel nous sommes déjà plus de 60 et dans lequel eh bien, c'est toujours aussi fun et passionnant. Écoute, Arnaud, j'ai envie de te dire, vas-y, raconte-nous un peu Atom, mais dis donc, mais qu'est pas ça? Tiens, vas-y, attends, parce que continue 2 secondes de parler, parce qu'en fait, j'ai mon chien qui est en train de vomir à côté. On va entendre des bruits infâmes, c'est pas top. D'accord. On te l'a jamais fait, celle-là encore, hein. Non, mais ce sont les aléas du direct. Alors, en attendant, on a Cornu Laurent qui nous dit en commentaire, c'est quand est-ce que le responsable com de Atom donne un petit cours à Benny? Alors, c'est vrai que si on parle 2 minutes de la com de Atom, c'est vrai qu'elle est plutôt bien pensée. On est vraiment sur du less is more. Ils ne parlent que quand ils ont un truc à dire. Ils le font toujours de façon extrêmement précise, avec une identité visuelle qui, moi, me plaît beaucoup. Ils ont notamment sorti le nouveau site internet. Alors, j'ai pas envie d'empiéter sur ta chronique, moi, Arnaud, mais si on... C'est Ouais. bon, je suis dispo si tu veux. Tiens, un petit mot rapide pour répondre en commentaire au marketing de Atom. Pour le coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, Arnaud, qui est proche du projet? Et ensuite, je te laisserai évidemment faire ta chronique. Bah, c'est un bon point, c'est tout sauf des gènes. C'est une communication qui est vraiment ultra maîtrisée. Comme tu l'as dit, ça parle quand ça doit parler, ça fait des grosses annonces pro, ça explique, c'est assez transparent sur tout ce qui se passe. Mais clairement, c'est une communication qui est super sérieuse et professionnelle. Mais moi, je trouve ça bien. On se parle d'une espèce de banque de code, en fait. C'est ça, les protocoles comme Atom, comme AV, ce sont des applications qui gèrent des milliards alors pas encore Atom, mais qui gèrent des milliards de dollars pour certaines des plus grosses. Moi, j'aime bien que ce soit des communications carrées, c'est rassurant. Le but, c'est que bah, voilà, notre argent il soit en sécurité, on ait confiance. Donc, si jamais on voyait Ahmed ou le responsable com de Atom qui faisait des dingueries sur Twitter, ce serait pas forcément hyper rassurant. Ok. Joachim, très rapidement, parce qu'il il faut qu'on avance. Vas-y, Joachim. Non, c'est juste par rapport à la communication. Ce qui est intéressant, c'est ce parallèle quand même qu'il y a entre donc la communication très sérieuse et qui annonce pas 20 000 countdowns d'Atom, mais après il y a ce petit jeu que vous faites vous les ambassadeurs euh, à envoyer des screenshots de certains messages euh, de personnes donc haut placées chez Atom pour leak, tease, ainsi de suite. Donc il y a quand même un petit jeu de sérieux entre ce qui est fait par le compte professionnel et ce qui est probablement autorisé. Je pense pas que vous prenez des screenshots comme ça sans autorisation. Euh, sur Twitter, ce qui, je pense, crée un équilibre un peu sympa qui fait pas trop de sérieux non plus, mais que la communication du compte principal reste très clean. C'est très vrai, c'est très vrai. Et effectivement, c'est très malin de leur part. Et ça, clairement, c'est impulsé par les fondateurs d'Atom qui invitent les ambassadeurs à être assez transparents sur ce qui se passe, en fait, du coup, de manière officieuse.
Mais toujours de le dire, voilà, c'est officieux, c'est ce qui se passe derrière, ça n'a pas encore été annoncé, mais du coup, ils sont assez transparents sur les news non officielles, ce qui est intéressant. Ok. Allez, go, 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 go. Vas-y, c'est parti. Donc du coup, je vais vous décortiquer la grosse mise à jour du protocole Atom qui a été postée il y a 2 jours. Je vais commencer par faire un très rapide retour sur ce qu'est Atom pour que si jamais il y a des gens qui découvrent, ils puissent justement apprendre ce que c'est. Donc Atom, c'est une application de finance décentralisée. Donc en gros, ça vous permet d'emprunter, de prêter des cryptos directement depuis vos portefeuilles Xportal, Ledger, sans la permission de quiconque et sans décliner votre identité. C'est décentralisé. Le nerf de la guerre dans la finance décentralisée, c'est la liquidité. Pas de liquidité, pas d'application DeFi, pas d'application DeFi, pas de rentabilité, pas de rentabilité, pas de rentabilité. Donc, Je l'avais pas celui-là. Atom est venu sur... Je l'avais pas celui-là. Comment? Pas de rentabilité, pas de Si, j'espère que t'as rentabilité. la Je ref l'avais quand pas. même. Non. T'as Non, la j'ai ref quand pas. même. C'est quoi? Mais c'est Mission Ah Cléopâtre, mec. Une autre, hein. oui. Pas de palais, pas de Pas de palais. pierre, pas de Honte à construction, toi, pas de Jérém. construction, pas de palais, pas de palais, Ok, pas de je palais. sors. Ah ouais, là tu sors. Donc bref, donc du coup, on avait ce problème de liquidité sur Multiverse, et donc on a Atom qui a débarqué pour créer un peu cette oasis de liquidité qui permet à l'écosystème DeFi de prendre vie autour, et donc à nous autres utilisateurs d'avoir des opportunités de rentabilité. Et donc l'ambition d'Atom, c'est de faire exploser la liquidité d'abord sur Multiverse, et ensuite dans tout l'écosystème crypto grâce à Soul, qui est vraiment le deuxième tronc dont on va parler, qui est super important, puisque Soul, c'est le deuxième gros projet de cette équipe qui va connecter d'autres protocoles de prêt et d'emprunt, comme Atom, et leur blockchain pour permettre d'unifier la liquidité. En gros, je la fais très simple, vous pourrez emprunter sur AV sur Polygon en ayant un collatéral sur Atom sur Multiverse, sans bridger. Et ça, c'est une dinguerie. Je rentrerai un peu plus dans le détail avec Soul tout à l'heure. Donc, il y a 2 jours, on a eu une grosse mise à jour concernant l'avancée des différents produits. Et moi, je vais vous permettre d'avoir un petit regard derrière le rideau, parce que ça fait quelques semaines que j'assiste aux réunions produits d'Atom, de Soul et de TaoBridge. Et donc, j'en sais un peu plus que ce qu'il y a dans les mises à jour. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 3 équipes de dev différentes, dédiées à chacun des produits. Donc, une pour Atom, une pour Soul et une pour TaoBridge. C'est pas des petites équipes, hein, il y a une trentaine de devs. Ça leur permet d'avancer sur tous les objectifs en même temps. C'est franchement, moi qui ai bossé pas mal d'années dans la tech, c'est très costaud. C'est très sérieux et c'est assez impressionnant à voir. Donc je commence à décortiquer. Je vais pas le faire forcément dans l'ordre pour ceux qui ont lu la mise à jour. Je réorganise un peu les informations. La première pour moi et la plus importante à dire en premier, c'est qu'il y a une nouvelle organisation de la structure d'Atom et de ses équipes. Il crée une entité mère qui s'appelle Sci-Fi, qui va être au-dessus de Atom et de Soul. Donc en gros, Atom et Soul feront partie d'un ensemble global qui s'appelle Sci-Fi. Il y a eu le lancement du site internet de Sci-Fi. Vous avez le lien. Jérém, tu l'as le lien En fait, ou je si vais tu veux, mettre je te le le passe, comme ça post tu peux le de mettre. Atom dans lequel il y a tout. Ok, Et comme super, ça, les gens très bien. pourront suivre au fil de l'eau. Top. Je vous invite à aller sur le Il est site trop beau. internet depuis votre laptop. Il est absolument magnifique. Donc depuis votre ordinateur, vous pouvez aussi y aller depuis votre téléphone, mais il y a une partie des animations qui est gelée sur le téléphone pour éviter de trop pomper. Donc en allant sur le site, vous comprenez bien la logique d'Atom. Il y a Sci-Fi au-dessus et en dessous, il va y avoir toute la galaxie de produits. Atom, Soul, TaoBridge, le booster, etc. Justement, TaoBridge. Donc le TaoBridge, c'est le pont qui permet aux personnes de l'écosystème Bitensor et de ceux qui ont la coin de cet écosystème qui s'appelle le Tao. Donc, petit rappel, Bitensor, c'est un écosystème dédié à l'émergence
de l'intelligence artificielle open source, actuellement valorisée à 4 milliards de dollars. Et donc, l'objectif, c'est de leur bâtir une infrastructure en s'appuyant sur ce qu'a fait Atom sur Multiverse, pour leur permettre à eux qui n'ont pas de DeFi, de venir faire de la finance décentralisée sur MVX en utilisant l'infrastructure de Atom. Donc là, ce qui est top, c'est qu'on a une date. C'est la plus grosse annonce concernant le Tao Bridge. On a une date, 27 mars, dans 12 jours. Lancement du Tao Bridge. Vous pouvez déjà aller sur Atom. Il y a désormais l'un des petits onglets sur la gauche avec un T rouge. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez voir, vous avez une page avec le pont, avec une petite animation qui est sympa. Et donc du coup, ceux qui ont du Tao vont pouvoir liquid stacker le Tao et donc derrière continuer d'être exposé au Tao et à la croissance de cet actif, mais derrière le collatéraliser, faire des prêts, des emprunts. Atom a bossé avec Hswap et XExchange pour la partie apport de liquidité, donc ils vont pouvoir utiliser leur token pour faire de la DeFi sur Multiver X. Et donc ça, c'est assez énorme. C'est un écosystème avec à peu près 70 000 détenteurs de Tao. Donc potentiellement, c'est des milliers d'utilisateurs qui peuvent venir sur Multiver X. C'est, comme je vous l'ai dit, un écosystème valorisé à 4 milliards. OK. Donc pareil, c'est plus d'utilisateurs, plus de En liquidité. plus, ils n'ont pas d'écosystème DeFi, donc ils n'auront pas le choix. Donc ça aussi, stratégiquement, c'est assez intéressant. Ouais, ils n'ont pas de On smart passe contract. au suivant. Le stacking aujourd'hui de Tao, il est fait sur Polkadot, pour vous donner Ok. une idée. Petit point, ouais, non, en fait, soit je peux Non, rentrer il vraiment un faut peu dans qu'on le avance détail, parce soit qu'on je... a 4-5 points au total. Et après, Ok, j'aimerais très bien bien. pouvoir faire réagir les gens. Donc, Ok, vas-y, très bien. s'il te plaît. Très bien, vas-y. Ok, Booster V2. Donc, rappel, le booster, il a été lancé pour mettre le token HTM, donc le token d'Atom, au cœur du réacteur. La mécanique, elle est très simple. Vous verrouillez 10% de la valeur totale de votre collatéral que vous avez sur HTM pour booster vos positions significativement. Par exemple, vous avez 7% d'APR en plus sur USDT, 4% sur USDC, 2,8% sur UGLD. Il y a bien un problème, c'est que votre HTM, lui, pendant qu'il est verrouillé, il dort et il ne travaille pas. Ça, c'est bientôt terminé. C'est vraiment le point central du booster V2. Il va y avoir une intégration de certaines fonctionnalités de XExchange. Donc les deux équipes de Atom et de Multiverix, l'équipe XExchange travaille pour permettre l'intégration de l'apport de liquidité et du metastacking directement dans le booster. Donc en gros, vous pourrez mettre vos HTM dans le booster, vous pourrez les métastacker pour 7% d'APR et en plus de ça, booster toutes vos positions. Donc ça, pareil, voilà, c'est très cool. Il va y avoir la création d'un mode d'une gouvernance pour les détenteurs de HTM stackés dans le booster. Et à l'avenir, on peut imaginer qu'il va y avoir une décentralisation de la gouvernance pour que ça ressemble un peu plus à ce qui est fait sur d'autres gros protocoles du même genre. Je rentre pas dans le détail, il y a eu aussi beaucoup d'améliorations, d'optimisation technique pour réduire les gas fees, etc. etc. Soul. Alors voilà, donc Soul, le deuxième énorme pilier de cet écosystème, Atom. Donc pour l'instant, franchement, dans la news, il y a rien de public qui a été annoncé de nouveau à part dire on avance. Moi, je peux vous le garantir pour avoir vu les réunions, ça avance. Il y a eu des déploiements sur le testnet d'Ethereum, sur le testnet de Polygon, déploiement de smart contracts, ils font des tests pour voir comment est-ce qu'ils peuvent envoyer prouver qu'il y a de la liquidité sur une chain et l'utiliser sur une autre, etc., etc. C'est extrêmement compliqué. Il faut bien imaginer, hein, ce problème, c'est l'un des plus gros problèmes de tout l'écosystème crypto, la fragmentation de la liquidité. S'il est réglé, c'est monstrueux, à la fois pour l'industrie et évidemment pour Sol. Donc, il s'appuie sur diverses technologies, Sol, pour permettre cette interopérabilité de liquidité. Donc, il y a Layer 0 Lab, Axelar, le protocole CCIP de Chainlink et un nouvel arrivé qui est Wormhole.
il y a une annonce, c'est que après le lancement du Tau Bridge, on aura le site de Sol qui sera révélé. Et clairement, pour avoir vu un peu des avancées sur ce site internet, vous êtes pas prêt du tout. Voilà, c'est dans la lignée de ce qui a déjà été un peu fait sur Sci-Fi et USH, mais en x10. Franchement, voilà. Donc j'ai hâte de voir ce site parce que ça va être très très fort. Ça va vraiment vous permettre à tout le monde de comprendre la vision de Sol. Ensuite, USH. Donc USH ou Hush, vous l'appelez comme vous voulez, c'est le stablecoin de Atom. Donc on a un énorme problème de liquidité en stablecoin sur MultiverX. Parce qu'on n'en a pas, parce qu'on n'a pas de stablecoin natif. Et donc Atom veut régler ça avec USH. Donc USH, c'est un stablecoin algorithmique qui est surcollatéralisé grâce à des cryptos. Donc en gros, vous verrouillez et collatéralisez des cryptos et en échange, vous pouvez mint un certain nombre de USH que vous pourrez utiliser à la fois sur le protocole Atom en stackant votre USH, mais aussi dans la DeFi, parce qu'il y a divers partenariats qui sont faits pour que dès le lancement du USH, l'utilité soit là, donc liquidity providing, tout ce qu'on peut imaginer, et donc du coup inciter les gens à en minter plus, et donc augmenter la liquidité significativement sur Multiverse. Le site de USH, il a été révélé aussi, vous pouvez le trouver dans la mise à jour. C'est pour l'instant une landing page assez cool avec plusieurs onglets en haut. Il y en a un où vous avez des infos et les 3 autres, minter du USH, etc., etc. Ce sera aussi un coming soon. On a une soft, là pour le coup, une date, une soft date sur le lancement du USH qui est fin Q2, début Q3 de cette année. Autre info importante, le airdrop de USH. Donc je vous rappelle qu'il y a 500 000 $ en airdrop de USH. Les snapshots vont continuer jusqu'au lancement de USH. Donc ça se passe directement sur le site d'Atom. Vous avez un petit onglet airdrop. Vous pouvez voir votre allocation. Et pour rappel, pour être éligible au airdrop, il faut 20% de votre collatéral en HTM verrouillé dans le booster. Enfin, le dernier point, c'est Atom V2. Ça va être très très rapide. Atom V2, c'est l'ambition cross-chain du protocole Atom. Une fois qu'il y aura Sol, Atom va se déployer sur différentes blockchains, donc toutes les plus grosses que vous pouvez imaginer. Ça aussi, ils sont déjà en train de travailler, de tester les choses. Donc voilà, Atom va rentrer dans l'ambition, c'est de rentrer dans la cour des grands et de s'attaquer à tous les plus gros écosystèmes. Ils sont très confiants vu qu'ils ont beaucoup plus de cordes à leur arc que la majorité des protocoles. Et en fait, grâce à Sol, ils vont permettre d'avoir des rentabilités meilleures de manière organique, grâce à stablecoin, grâce au liquid staking, grâce au prêt et à l'empreinte crypto. Et du coup, grâce à Sol, ils pourront se déployer partout. Donc, ça, vous pouvez imaginer derrière que c'est pareil. Hein, ce sera le même token HTM qui sera déployé partout, cross-chain. Donc voilà, si jamais vous croyez dans l'ambition d'Atom, et Atom V2, c'est un peu entre Atom V2 et Sol, c'est l'unification des deux grosses technologies de cet écosystème sci-fi. Et du coup, si jamais ils y arrivent, ça va être une belle dinguerie. Ok. Donc voilà un peu, sans trop rentrer dans le détail, parce qu'il y a quand même, c'est très touffu cette mise à jour. Si jamais il y a des questions, avec plaisir pour y répondre. Merci beaucoup Arnaud, c'était très clair. Alors si dans l'audience vous avez des questions, donc posez-les. Est-ce que Foudre, Kevin, Joachim, vous souhaitez réagir là-dessus? Là je vois aucune main Allez. levée. Ouais, vas-y Joachim. Qu'est-ce Qu'est-ce que tu c'est retiens incroyable. de ça? Ouais. Ouais, déjà que ils sont. Putain, ouais, ma voix, c'est quelque chose aujourd'hui. Un peu comme Multiversix, mais bon, Atom a l'air d'avoir beaucoup de devs aussi. Ils sont sur beaucoup de fronts en même temps et annoncent beaucoup de produits. Donc, j'espère vraiment que ça va pas être ce qu'on reproche à MBX, c'est que ça va créer du retard sur tous les fronts à trop vouloir faire. Euh,
des choses qui me fait réagir à toute l'explication d'Arnaud, c'est que bah ouais, en l'espace d'un amas, on a l'impression qu'il nous a parlé de 5 ou 10 projets DeFi différents. Ouais, c'est vrai que si, ils avaient pas jusque-là livré des choses de qualité, ça pourrait faire peur. Qu'est-ce que tu penses toi, Arnaud, justement, sur le côté, à vouloir tout faire et tout faire en même temps? Est-ce que c'est pas risqué? Ou est-ce qu'en vrai, ils sont pas plus ambitieux que ce qu'ils peuvent réellement faire et qu'en fait, bah, ils ont les teams et ils ont ce qu'il faut pour le faire, objectivement? Ouais, objectivement, si tu veux, quand j'en parle même avec les fondateurs, là, c'est une période qui est très intense. Parce qu'effectivement, il y a ces deux grosses briques que sont le Tau Bridge et le Booster V2 qui sont développés en même temps. Euh, Clairement, par exemple, ils ont levé la pédale sur USH, qui est déjà bien entamé. Ils ont levé la pédale, ils vont lancer les deux, dont je parle, donc le Booster V2 et le Tau Bridge. Et après, ils vont réaccélérer sur USH. Soul, c'est à côté. Euh, c'est très intense. Ils ont l'air de bien gérer les choses. Ils sont pas seuls. Ils ont une relation très privilégiée avec Runtime Verification et avec Arda, qui permet aussi d'avoir des garde-fous, des filets de sécurité. C'est des malades de la sécurité, franchement. Là-dessus, ils laissent rien au hasard. Donc, ils sont tout le temps stress testés, ils sont tout le temps audités, ils sont tout le temps en train de faire des penetration tests dans tous les sens. Donc, voilà, c'est intense. Clairement, quand on les voit bosser, c'est intense, mais c'est maîtrisé. OK. Bon, en tout cas, moi, il y a un truc qui est sûr, c'est que, il y a une cohérence dans les produits. Ils moi, j'aurais été le premier à dire, ouais, ils veulent faire tout, à vouloir tout faire, on perd un peu la vision de ce qu'ils veulent faire, et cetera. Ça m'est pas venu à l'esprit pour le coup avec Atom parce que je vois une vraie, cohérence dans leur roadmap, ce soit pour attirer des liquidités, développer les solutions existantes, donc c'est pour ça que pour le coup, cette remarque en fait elle est intéressante, Joachim. J'aurais pu la voir moi-même, je l'ai eu pour plein de projets, mais là c'est vrai que sur Atom, je sais pas, ça m'est pas venu. Je me suis pas dit: «Putain les gars, vous faites tout en même temps», non et en plus pour le coup, bah, sur les produits, bah, c'est livré quoi, donc comme c'est livré, ouais, moi en tout cas, j'ai pas eu cette crainte perso, mais ouais. Vas-y Foudre et après Philippe. Mais ensuite, on commencera l'interview de Mathias. Ouais, un petit easter egg que pas beaucoup de monde ont vu. Si vous allez sur le site de Sci-Fi et que vous regardez sur les différents protocoles, il y a déjà les chaînes sur lesquelles ils souhaiteraient en tout cas, ou en tout cas ils réfléchissent à se lancer. Donc il y aurait Ethereum qu'on a parlé Arnaud, il y aurait Base, le layer 2 de Coinbase, il y aurait Arbitrum, Avalanche, Gnosis, Métis, Optimism et le dernier Polygon. Donc ça fait un sacré paquet de blockchains. Il y a peu de protocoles qui sont lancés sur autant de blockchains. Je pense que tu regardes AAV, ça doit être 7 ou 8 peut-être dans la même quantité, mais AAV ça fait 3-4 ans qu'ils sont là. Donc clairement les mecs ont des sacrées ambitions. En effet. Quelques questions en commentaire rapidos. Arnaud, on répond rapidos. Est-ce qu'on sait si quel token va être utilisé pour backer l'USH? Alors, dans un premier temps, l'e-gold et d'autres stablecoins. Et après, il y aura d'autres tokens qui vont être intégrés. Mais évidemment, l'objectif, c'est que USH il puisse être collatéralisé par des tokens à forte valeur de confiance. Donc, Ok. voilà. Deuxième question, concrètement, ça veut dire quoi qu'un protocole de lending, il est cross-chain? Est-ce que ça veut dire que je pourrais lend mes EGLD sur AAV? Ça voudra dire que tu peux utiliser tu peux collatéraliser tes EGLD sur Multiverix et emprunter de l'Ether sur AAV par exemple, ou de l'USDC sur AAV, parce que tu prouves que tu as de la liquidité collatéralisée dans un protocole qui communique avec AAV. Et donc si jamais tu n'es pas en capacité de rembourser ton prêt, tu seras liquidé sur Multiverix pour rembourser une position sur AAV Ethereum ou Polygon ou ailleurs.
OK. De main levée, on fait vite, Joachim et Phibit et on dit des choses qui n'ont pas été dites, s'il vous plaît, les copains. Joachim d'abord. La question que je me posais, en fait, c'est comme je disais, il y a beaucoup donc, de VM, et surtout des Layer 2 d'Ethereum. Euh, et indirectement, donc, ça va apporter beaucoup, comme on disait, de liquidité et la facilité de pouvoir trade et bridge vers d'autres écosystèmes, ainsi qu'apporter donc leur DEX indirectement, sans qu'on ait besoin de les déployer sur MBX, on aura accès à leur DEX. Et je me dis, est-ce que ça vient pas en fait un peu prendre la place de ce que Onefinity Chain essaie de faire avec leur blockchain, enfin leur sovereign shard de DeFi EVM compatible? C'est juste une réflexion que je me suis faite. Tu peux lui répondre, Arnaud? Ouais, déjà, il n'y a pas de bridge. Le mot bridger, là, pour le coup, il y sera plus, faut pas être utilisé puisqu'en fait, tu prouves la liquidité dans un écosystème A pour activer une opportunité dans un écosystème B. Tu ne bridges pas ta liquidité. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en gros, aujourd'hui, il y a énormément de liquidité, par exemple, sur Ethereum, mais il y a plein de gens qui n'utilisent plus Ethereum pour la DeFi. Par contre, demain, mettons que tu aies de la liquidité sur Ethereum, tu pourras utiliser cette liquidité sans la bridger dans des écosystèmes où la DeFi coûte beaucoup moins cher. Et ça, c'est génial. Par rapport à ton point sur Onefinity Chain, je pense que c'est à la fois oui et à la fois oui, c'est une compétition, mais à la fois non, parce que Onefinity Chain, ils vont permettre à des projets qui ne sont pas forcément des protocoles de liquidité de venir se déployer dedans, faire autre chose, et pour utiliser la techno et l'écosystème de Multiverix. Là, c'est vraiment centré sur les protocoles de liquidité. OK, Joachim? C'est bon pour toi? Mais non, j'allais juste rebondir sur le fait je sais que c'est quelque chose que je me rends compte, MVX fait pareil. Le mot bridge est devenu un peu populaire, hein. Bah, il fait Mais peur. oui, exactement. C'est là Mais que se trouvent la plupart des hacks, quoi. Donc c'est ça le problème. oui. Mais je serais curieux de voir donc comment fonctionne la logique parce que quoi qu'il arrive, si tu prouves que tu as de la liquidité ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des smart contracts qui doivent communiquer pour que tu puisses te faire liquider si jamais tu as liquidé, ton collatéral est plus assez haut, ainsi de suite. Donc, on peut, si vous voulez, on peut ne pas utiliser le mot bridge, mais tant qu'il y a de toute façon des communications entre différentes chaînes et qui fait que ça peut avoir un impact de l'une sur l'autre, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais pour moi, ça reste quand même des bridges parce que il y a besoin d'une technologie qui est gérée par une entité qui fait que ces chaînes et ces protocoles arrivent à communiquer entre eux. Donc, on peut donner des. Moi, là où j'insiste pour dire que ce n'est pas un bridge, moi, je suis quelqu'un qui utilise des bridges toutes les semaines. Demain, avec la solution Soul, je n'aurai pas à bridger ma liquidité. Non. Alors oui, derrière, il y a des mécaniques de liquidation cross-chain, c'est ultra compliqué, et franchement, quand je suis dans ces réunions, je comprends un mot sur trois. Euh, mais c'est des mécaniques de communication. La liquidité de l'utilisateur ne traverse pas, ne bouge Mais pas. Tu n'as pas à bouger ta Mais liquidité. si, en fait, pour moi, c'est là où je suis en désaccord. Si prenons l'exemple par exemple de Polygon, tout simple. Tes ETH, tu les bloques dans un smart contract, et puis il y a des wrapped ETH qui sont débloqués du côté de Polygon. Et là, c'est un peu pareil, parce qu'en fait, tu vas avoir une liquidité que tu vas bloquer dans un smart contract sur une blockchain, et ça va être un autre token, par exemple le Hush, qui va être débloqué sur une autre blockchain, mais cette communication-là reste une communication que moi je décrirais comme bridge. Donc non, c'est pas tu bridges un asset et tu reçois le wrapped asset de l'autre côté, mais il y a toujours une interaction avec des smart contracts sur deux protocoles différents qui ont besoin. Ça, pour moi, c'est de l'interopérabilité. Oui, mais ça reste un bridge parce que, en fait, si tu bridges ta liquidité parce que tu avais de l'argent sur Ethereum et d'un seul coup, tu peux te servir de l'argent que tu avais sur Ethereum sans devoir
changer ta position, certes, sur Ethereum, dans un autre réseau. Et ça fait donc qu'ils doivent communiquer. Et la seule façon dans laquelle ils peuvent communiquer, c'est un bridge. On peut donner tous les noms qu'on veut parce que les bridges font peur, mais à la fin du compte, il y a une communication entre ces réseaux qui est faite par une entité. Ok. Philippe et on a Matt qui nous a Je crois que Foudre, il rejoint. aimerait Ouais, mais bien Philippe a Ouais, réagir levé la à main avant. ça, je pense. ouais, Et juste un petit point, pardon, juste pour être sûr. Excusez-moi les copains. Mathias, est-ce que tu m'entends? ouais, Est-ce qu'on peut commencer l'interview dans 5 minutes ou est-ce que pas de toi... souci. Ouais, ça te gêne Pas pas? de souci, ouais, aucun souci, ouais. Allez, magnifique. Alors, dans l'ordre, les copains, et il faut quand même que, je veux dire, on a Clash des blockchains à midi, et on a plein de sujets à évoquer, donc s'il vous plaît, on fait court, et tant pis, il y aura des frustrés, on n'a pas le choix. Philippe rapidement, Foudre Vas-y, rapidement, et Matt, la banane, qui a souhaité demander la parole rapidement, et ensuite on ferme, s'il vous plaît. Vas-y, Philippe. Alors, court et rapide. Alors Merci, moi, frérot. par rapport à ce qu'a dit Joachim ou par rapport au bridge, je suis pas spécialement convaincu qu'on peut dire ça bridger. Ça veut dire que c'est pas la liquidité vraiment qui va être bridgée, ça va être la preuve de collatéral qui sera sur une troisième chaîne. J'ai pas encore les détails, peut-être que c'est pas la manière dont je le vois, mais je pense qu'ils essayent du moins de partir dans cette direction avec le ZK Rollup. Un autre point qui a été dit aussi là par Joachim et qui n'a pas été dit pendant la discussion, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que cette solution ne permettra pas que de l'interaction avec Multiversix et une autre chain, mais aussi les autres chains pourront se servir entre elles pour transférer du collatéral entre leurs différents services. Et troisièmement, pour répéter ce qui a été dit aussi en ajoutant ma question, ils ont de l'ambition. J'ai rarement vu un tweet aussi long. Alors je l'ai lu, hein, c'est rare que j'ai des tweets Ah, c'est aussi pas longs le pour plus être honnête. long, hein? Ils en ont fait des plus longs, je crois. Ah ouais, Ah celui-là, à ouais! part ceux de Foudre, il y en a rarement qui. Non, mais ils sont coutumiers du fait, hein, mais ouais. Ok, vas-y, Et, continue. et ma question, c'était du coup combien ils ont de développeurs, parce que là, ça demande quand même des compétences sur beaucoup de chaînes différentes, sur beaucoup de technos différents. Et je me demandais combien est-ce qu'ils avaient de Arnaud a dit développeurs. 3 équipes. Tu sais le nombre de développeurs au total Une Ok, trentaine. D'accord. très bien. Foudre, vas-y. Ouais, pour revenir sur l'histoire du bridge, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre un bridge de token et une preuve, tu n'as pas les mêmes hypothèses de confiance et de sécurité. Donc en fait, si tu veux, par exemple, imaginons tu es sur Ethereum, tu fais ta preuve de collatéral sur Ethereum et tu empruntes des USDC sur un layer 2. Si demain le layer 2 tombe, tu t'en fous. Parce que toi, ton collatéral, il est sur Ethereum. Le fait que ce que tu as emprunté, lui, tombe à zéro, en soi, ça te pose aucun problème. Donc en fait, c'est ça l'important, c'est que tu peux aller sur un autre écosystème sans risquer les tokens ou comment dire, avoir à utiliser par exemple un wrapped token qui peut avoir des problèmes en soi. Si le bridge a un problème, tous les wrapped tokens valent plus rien par exemple. Donc c'est ça l'important en fait, c'est que tu gardes en fait les hypothèses de confiance et de sécurité sur la chaîne que tu utilises à la base, ce qui n'est pas le cas quand tu utilises un bridge. Ok. La banane. Alors la banane a demandé la parole, mais il semblerait que il n'ait pas pu la prendre. Matt, si tu veux dire un mot, c'est maintenant ou never. Et sinon, Joachim, et après on ferme le sujet. Vas-y, Joachim. Oui, pour répondre à Philippe et Foudre, certes, en fait, comme vous dites, c'est une preuve de liquidité, mais cette preuve de liquidité, elle est détenue par un smart contract pour savoir que tu vas pas partir, entre guillemets, avec cette liquidité alors que tu as des assets sur un layer 2 ou sur MVX, par exemple. Et donc, certes, si ce que tu as emprunté, disons les H tombe à zéro, ben, résultat, ton collatéral, il tient sur la route. Par contre, l'opposé n'est pas vrai. Si jamais il y a une attaque, disons, sur un oracle ou un protocole qui fait que d'un seul coup, le prix s'envole pendant quelques instants, qui fait liquider toutes les positions sur les layers, sur les autres layers, eh ben, on pourrait considérer ça comme une attaque vers
cette interconnexion, si vous voulez l'appeler ça Bon, comme ça. Mais en donc, fait, les copains, je me rends compte que, en fait, je dis pas que c'est pas le sujet, je dis juste que là, d'une part, ça devient un peu technique, d'autre part, là, je vois plein de commentaires, notamment Gourou et d'autres qui souhaitent s'intéresser à ça. Donc, si vous voulez, on fera un point là-dessus sur qu'est-ce qu'un bridge, est-ce qu'Atom c'est un bridge. Enfin bref, on fera un truc dédié parce que là, pour le coup, le risque, c'est que on soit trop approximatif parce qu'on n'a pas le temps. Pas parce que vous n'êtes pas brillants, les copains, mais en fait, là, voilà, j'ai peur on soit pas bon. Donc, On pourra aussi avoir Ahmed voilà, en très bien. direct pour Faisons parler de tout ça ça. Hein. la semaine prochaine parce qu'effectivement, le terme de bridge est d'une certaine manière un peu connoté. Je pense que c'est intéressant de savoir comment va se passer l'interopérabilité. Mais si vous voulez, on en fera un sujet réel parce que là, je suis tenu par le temps et je suis obligé de vous couper alors que c'est passionnant. OK? On va donc passer à l'interview. Vous voyez, avec 15 minutes de retard. Alors pour le coup, je pensais qu'on allait y arriver, mais décidément, c'est impossible. Mais c'est pas grave. Mathias, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ouais, ça va, super bien. Très content de t'avoir ce matin. Alors, tu sais, ici, on raconte toujours les coulisses. Et alors, les coulisses de notre interview, elle est amusante parce qu'en fait, à la base, c'était pas toi qui étais invité. Ouais. À la base, c'était, attends, Maxime, qui est l'ancien président de Cryptosphère, Maxime Dienger ou Dienger, je ne sais pas comment on prononce son nom. Et en fait, je lui envoie un petit, en fait, je lui envoie un, non. En fait, ce qui se passe, c'est que je vois sur LinkedIn il y a quelques semaines qu'il est plus président, parce que je crois qu'en fait la place de président elle est tournante hein, chez Cryptosphère, ça change assez souvent. Il doit y avoir un système d'élection. Enfin, tu nous raconteras un peu comment ça se passe. Ouais. Euh, et moi, j'envoie un message à Maxime, je dis salut frérot, moi j'ai vu que tu étais plus président. Je t'aime bien, mais en vrai, moi je préfère avoir le président actuel, tu vois, de l'assaut. Et au final, il m'a dit pas de problème, je vais contacter Mathias et puis je vais voir s'il est dispo. Nous, on avait prévu la date déjà depuis 2 mois, tu vois. Donc déjà très cool que tu aies pu te libérer et prendre ce slot en fait qui n'avait pas été convenu avec toi à l'origine. Et puis évidemment, on embrasse Maxime et puis on espère qu'il va bien. Voilà, ça c'était pour les coulisses. Mais ouais, bah oui, parce que dans GM, on aime toujours avoir les personnes qui sont les décisionnaires du moment. Voilà. Alors, donc Mathias, pardon, tu vois, je commence déjà. Mathias, ici, on commence toujours un peu de la même manière, avant même de parler de... Alors toi, tu as un profil atypique, parce que si j'ai bien compris, tu es encore étudiant ou pas très loin, mais quand même, avant de rentrer chez Cryptosphère, avant d'en devenir donc le président, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Alors, si j'ai bien compris, plutôt académique pour l'instant, mais peut-être, je sais pas, tu as bossé, tu as fait des stages, raconte-nous un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Et t'as quel âge? Alors, Tiens, parce que là, pour le coup, on pose jamais la question, mais là, c'est de circonstance, puisque c'est une asso étudiante. alors, j'ai 23 ans. Ok. J'ai 23 ans. Voilà. Euh, non, alors moi, j'ai fini les études l'été dernier. J'ai pris une année sabbatique pour me concentrer un peu plus sur Cryptosphère et sur mes projets perso. Et j'hésitais notamment à reprendre une autre année dans une autre école. Mais comment j'ai commencé? En fait, moi, j'ai toujours été mauvais élève au collège et au lycée parce que je ne trouvais pas de réel intérêt. Et il y avait une asymétrie d'information chez moi parce que mes parents n'étaient pas forcément issus du monde académique. Et en fait, je me suis retrouvé du coup au lycée à devoir choisir quel parcours entreprendre justement pour mes études. Et donc en fait, je me suis dit, bah moi, j'ai toujours été intéressé par la négociation, le commerce, le business, ce qui se passait à San Francisco dans la Silicon Valley me plaisait bien, notamment avec Apple. Et du coup, je me suis dit, bon, une école de commerce, c'est le choix le plus logique. Donc, je me suis endetté pour faire l'école de commerce. L'école de commerce que j'ai fait pendant 5 ans, donc c'est post-bac. Donc, c'est une école de commerce qui s'appelle Léonard de Vinci, donc l'EMLV, qui est également associée à l'école d'ingénieurs qui s'appelle Les Sylves, dont Maxime est originaire. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis retrouvé petit à petit à m'intéresser à l'écosystème blockchain. Donc d'abord par l'intérêt, on va dire, financier d'investissement. Mais en fait, c'est en rejoignant Cryptosphère vers la fin de mes études, donc en 4e et 5e année, que j'ai vraiment commencé à dig les différentes technologies et les différents écosystèmes. Ok. Voilà.
Et ben, tu vois, pour le coup, très, très intéressant. Je vois d'ailleurs sur LinkedIn. Attends, j'ai déjà perdu la page. Voilà. Je vois sur LinkedIn que tu as bossé chez LVMH. Tu as bossé aussi sur des événements, notamment NFT, etc. C'est ça? Ouais, exactement. En fait, moi, je contribue beaucoup à travers des événements au sein de Cryptosphère. En fait, moi, j'ai toujours eu j'ai pas vraiment eu un intérêt pour les études, mais toujours un intérêt pour mes passions. Elles ont toujours été de l'aspect technologique. Donc, j'ai toujours été un peu autodidacte sur ces sujets. Euh, et c'est comme ça qu'en fait, j'ai été amené à pouvoir avoir un stage chez LVMH avec mes différents projets. Donc, LVMH, j'ai rejoint l'équipe blockchain l'année dernière, en janvier, où j'ai notamment bossé sur des sujets NFT, mais aussi d'intégration blockchain, notamment avec le projet Aura Blockchain Consortium. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un consortium de marques de luxe et de groupes qui se mettent ensemble et qui financent en fait des équipes qui vont ensuite construire des solutions blockchain On travaille sur de la pour en supply fait, chain, je crois, ouais. c'est ça, du coup pour le retail, pour Mm. la vente de produits de luxe et pour aussi tout ce qui est Ah, tu les digital connais bien, product eux? passport. Comment? Tu les connais bien chez Aura? J'ai connu quelques équipes, ouais, quelques membres de l'équipe. Après, Aura, c'est quelques personnes quand même. Ils sont en Suisse en plus, donc j'ai jamais eu l'occasion de tous les rencontrer. Mais ouais, je connais quelques membres de l'équipe. Ouais. Non, je te disais parce que j'avais été en contact avec eux et parce qu'on devait les recevoir. Je trouve que le sujet est assez intéressant. La supply chain au niveau industriel est liée notamment au luxe. Et ils ont des partenaires, je crois, comme Gucci, Tiffany, enfin bref, des grosses tôles, tu vois. Et Ouais. je devais les recevoir et puis ils m'ont jamais répondu. Donc voilà, bon bref. Mais t'inquiète pas, je vais les relancer, on les aura un jour, on les aura. Alors, parlons cryptosphère. Donc, au départ, toi, tu es Ouais. rentré en tant qu'adhérent classique ou tu es tout de suite monté au board parce que tout de suite, tu as voulu avoir des fonctions de direction dans l'assaut? Alors moi, en fait, quand j'ai rejoint l'assaut, donc c'était au début de ma quatrième année d'école de commerce. J'aimais pas trop en fait les associations dans les différentes écoles. Je trouvais que les BDE, les assos de cuisine, etc., c'était pas très intéressant. Mais comme je m'étais endetté quand même à hauteur de beaucoup d'argent, je me suis dit, bon, faut quand même que j'essaye de tirer un maximum de valeur de mes études euh, et avoir des expériences. J'ai vu que l'association Cryptosphère était dans mon campus. Et en plus, en parallèle de ça, j'avais un pote qui travaillait chez Ledger, qui était très proche des gens qui étaient sur les trucs de NFT, etc. Donc en fait, c'était vraiment le moment où j'ai commencé à dig les différents projets NFT. Donc c'était début 2021, fin 2020, quand j'ai commencé à m'intéresser aux NFT. Et c'est en septembre-octobre 2022, non 2021, que j'ai commencé à rejoindre Cryptosphère. Et donc en fait, naturellement, je suis arrivé membre et je suis naturellement passé à responsable des NFT. Parce qu'en fait, j'avais tellement dig le sujet que je voulais le partager avec d'autres étudiants. Donc, dig des NFT, c'était pas juste, bien sûr, promouvoir des projets et dire que ça va faire x10, x100 et pourquoi. C'était plus pour étudier en fait les origines des NFT, pourquoi c'est pertinent, pourquoi c'est intéressant, quelles sont les perspectives d'évolution, comment fonctionnent les NFT. Donc, voilà. Et en fait, comme je m'étais plus ou moins bien impliqué dans l'assaut, je suis passé ensuite secrétaire général de l'association au niveau de mon campus, avec comme président Maxime Dianger, justement. Donc en fait, on a bossé pas mal ensemble avec Maxime. Et, euh, et ensuite, je suis passé responsable des partenariats au niveau France, donc Cryptosphère France, et ensuite président. Voilà. Ok. Alors, parle-nous un peu de Cryptosphère, justement. Alors, depuis combien de temps ça existe? Il y a combien de personnes? Concrètement, à quoi ça sert? Qui c'est qui a fondé ça? Voilà. Parle-nous un petit peu de l'assaut et après, on parlera un peu des chiffres. Hein, combien de membres? Enfin, quelles Ouais. écoles vous êtes? C'est quoi vos faits d'armes? Enfin, pour le coup, moi, alors pour donner un petit peu de contexte, hein, moi, j'ai entendu la première fois parler de Cryptosphère à l'époque où j'avais fait une table ronde avec Mathieu ou Mathias Vallet.
Oui, Mathieu ou Mathias? Mathias Vallet. Mathias, décidément, il y a trop de Mathias là, hein. Et en fait, ce mec-là est un mec, il est jeune, hein, mais il est brillant. Et depuis, et donc il a quitté évidemment Cryptosphère et il a monté une boîte qui s'appelle Rufiji Capital, qui est PSAN pour le coup, qui est un une espèce de fonds d'investissement assez crypto évidemment. Donc, ouais, et en fait, c'est lui qui m'en a parlé la première fois, c'était il y a 2 ans. Puis depuis, je suis un petit peu les pérégrinations et surtout les changements de président. Alors ça, c'est un truc de ouf. J'ai l'impression que ça change tous les 4 mois. Mais c'est peut-être aussi, ça fait partie de votre organisation de gouvernance. Mais tu vas d'ailleurs aussi nous en parler. Mais d'abord, un cryptosphère, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? En gros. Alors, en gros, Cryptosphère, c'est une association étudiante, donc à but non lucratif, donc de loi 1901, basée dans plus de 22 campus d'écoles d'études supérieures, donc des universités, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des écoles de programmation. Voilà, donc dans plus de 22 écoles. On est plus d'une centaine de membres, donc à peu près 800, en comptant les alumni. Et, euh, et voilà, pour les chiffres, Ok. modo, ça a été fondé en 2017 à Kedge Business School à Marseille. Ouais, ça me Par, parle. Bastien, il est prof par- là-bas. Bastien, qui est fondateur de MyID, je crois, et qui est l'un des formateurs de chez Alira. Et il est aussi prof chez Cage. C'est une école dans laquelle il y a des formations blockchain assez réputées dans le milieu pour le coup. ouais, ouais, totalement. Et donc, elle a été fondée par Thibault Langlois, qui à l'époque, en fait, avait juste fait une asso dans son école. Et ensuite, il a rencontré pas mal d'étudiants qui eux aussi étaient intéressés par la blockchain, la crypto-monnaie dans d'autres écoles. Et donc, en fait, il a réussi à tous les rassembler sous un seul drapeau, celui de Cryptosphère. Et aujourd'hui, on en est là et on continue à croître et à grandir avec des ouvertures d'antennes chaque année. Voilà. Ok, trop cool. Alors, c'est quoi vous faites quoi? Alors, Concrètement, vous organisez des événements, je sais, vous faites des tables rondes ou des discussions, vous faites du prosélytisme pro-crypto au niveau des élèves, au niveau des profs, au niveau des directeurs d'établissement. C'est quoi? Vous faites du lobbying au niveau, je sais pas moi, au niveau des collectivités locales, parce que je crois que les écoles de commerce dépendent notamment peut-être des collectivités, ou est-ce que c'est complètement privé, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. alors ouais, c'est vrai qu'on fait un peu de lobbying à notre échelle Ah bah oui, c'est dans le monde important. académique, forcément. Ouais. En fait, quand tu as des profs qui voient que leurs étudiants ils partent en voyage, ils gagnent des hackathons et qui participent à des événements et qui font plein de projets un peu fous, forcément les profs et ensuite le corps administratif se penchent en fait sur le sujet. Nous, c'était le cas dans notre école. En fait, au début, je dirais qu'on n'était pas trop mis en avant. On nous prenait vraiment pour un petit club, voilà, de Une passionnés, mais secte. sans. C'est ça. Et au fait, au fur et à mesure qu'on a ramené des partenaires, ils se sont rendus compte qu'en fait, voilà, en plus en parallèle du bull run, ils se sont dit, ok, ils sont quand même intéressants ces jeunes. Il faut peut-être leur laisser l'opportunité d'évoluer. Et donc en fait, petit à petit, on commence à se mettre en place dans les différentes universités, différentes écoles. Mais bon, il y a encore beaucoup de chemin. La blockchain n'est pas encore totalement acceptée dans les écoles. C'est quand même encore un peu compliqué pour certains profs. C'est toujours pour eux lié en fait aux scammers, au blanchiment d'argent, etc., etc. Mais bon, On en voilà. Et parlera notamment tout à ouais, l'heure. Alors, ça sera une des composantes du débat qu'on aura tout à l'heure avec nos experts. On parlera d'adoption massive. Alors, on parlera évidemment du rôle des fondations de chaque blockchain pour attirer des utilisateurs, des investisseurs, des développeurs, etc. Mais il y a aussi un rôle sur l'opinion publique. Pour que la blockchain soit adoptée, il faut effectivement être capable de dépasser un peu tous ces préjugés. Comment vous faites, vous, alors, de façon très concrète, quelles actions vous menez sur le terrain? ouais. Alors les actions, elles sont diverses. C'est principalement en fait des ateliers, des workshops d'apprentissage sur des sujets techniques ou non, des introductions à des écosystèmes. On fait aussi pas mal d'événements comme des conférences où on invite des invités
différents projets ou des gens plus institutionnels, je dirais, de l'écosystème. Je pense notamment à Alexandre Stachenko, Claire Balva, voilà, c'est ce genre de personnes qui sont un peu plus acceptées, on va dire, dans les grandes écoles, notamment ESSEC, etc. Donc en fait, c'est des sujets qu'on va ensuite diffuser localement ou à un niveau plus global à différents étudiants. Donc par exemple, on avait eu une conférence l'année dernière à l'ESSEC qui était ouverte à tous les étudiants de l'ESSEC. Et en fait, petit à petit, c'est juste de démocratiser la technologie de la blockchain, démocratiser les sujets, les rendre moins tabous pour qu'ensuite les diplômés pourront tacler ces sujets en entreprise ou dans leur projet de manière plus éclaircie, sans avoir de préjugés et vraiment avoir une vraie compréhension en fait, des sujets. Donc nous, en fait, principalement, on essaye de former et éduquer les prochaines personnes qui iront sur le marché du travail. Et petit à petit, en fait, c'est comme ça qu'on va arriver à une adoption plus globale, en tout cas en France, de la blockchain et en tout cas de sa compréhension. En fait, ça qui est super important, c'est que on peut faire plein de trucs, mais il faut surtout comprendre que c'est une technologie avec différents use cases et qu'il ne faut pas non plus la mettre en place partout tout le temps. Ouais. Ok. On D'accord. fait, Ouais. on fait aussi beaucoup de voyages en fait. Donc on a fait des conférences, des ateliers, des workshops. On fait aussi beaucoup de voyages d'hackathons. On trouve que les hackathons c'est quand même le meilleur moyen de se former en fait dans un court instant, dans un court moment aux différentes technologies. Par exemple là, il y a 2-3 semaines, on a eu 2 équipes de cryptosphère qui sont parties à ETH Denver, Ok. donc Paris-Denver. Ils ont été financés en partie par Cryptosphère et leurs écoles, et ils ont gagné des prix. Et en fait, on fait ça très souvent. On fait ça très souvent. On a déjà gagné plein d'hackathons. Maxime, Dinger notamment. On a gagné plein avec ses équipes. Donc en fait, on est surtout une communauté de passionnés, tu vois. Et on se réunit autour des sujets qui nous plaisent. Et ensuite, on va faire des voyages, faire des projets ensemble, explorer ensemble, quoi, en fait. Ok. Ça, c'est cool. Quid de votre relation avec les entreprises? Parce que Maxime avait dit à l'époque que Cryptosphère était pas mal sollicité par les boîtes qui cherchent des ressources, notamment des développeurs. On sait que c'est une denrée rare, mais pas seulement, puisque il y a aussi des besoins en matière de bizdev, marketing, etc. Vous avez, quand on rejoint l'association en tant qu'étudiant, est-ce que ça augmente nos chances à terme de pouvoir trouver du taf? Est-ce que c'est un angle d'attaque que vous utilisez pour justement faire adhérer? Et c'est payant l'adhésion ou pas? Tiens, voilà, deux questions en un. Ouais, alors l'adhésion est payante en effet. Ça nous permet de financer les différents systèmes de l'asso. C'est combien? C'est 10 euros. Oh, c'est mignon. Vous acceptez les cryptos? Alors non, pas encore Mais non. malheureusement. Je te jure. Ah, ça va pas du tout, Non, ça. mais c'est compliqué, tu vois, parce qu'on n'a pas d'équipe légale réellement disposée, et ensuite c'est aussi beaucoup de galères. En revanche, D'accord. on a des partenaires, qui font avec qui on fait des transactions en crypto. Donc après, on est obligé de passer par des sexes, mais c'est assez galère aussi. Vous n'avez pas un Mais oui, du comptable coup, crypto là qui vous permet de... non, Non? Je vais te mettre en non, relation non, avec un comptable crypto, tu vas kiffer. Tu vas kiffer. on n'a pas les moyens, je pense, Oh, pour ça va pour aider une association. Non, mais ok, je comprends. Ok. Reviens sur la question première, sur le ouais, bassin marketing d'emploi. et partenaires, ouais. Surtout emploi, tu vois. Donc Ouais. voilà. Mais vas-y, je t'écoute. Alors totalement, Cryptosphère, c'est vraiment un tampon en fait sur le CV parce que on s'est rendu compte que sur les différents diplômes, sur les différents cours enseignés dans les ense- dans les écoles, en fait, il n'y avait pas vraiment de diplôme blockchain en fait, même si on découvre un peu le Bitcoin, Ethereum, etc. En fait, on rentre pas vraiment dans le sujet. Moi, en tout cas, c'était le cas dans mon école, et je voulais vraiment un complément euh, sur mon diplôme en blockchain, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et en revanche, Cryptosphère, ça a vraiment permis, moi, tu vois, justement, d'avoir mon stage à LVMH, notamment en blockchain.
Et pour plein d'autres aussi, c'est un super bon levier. Non seulement juste sur le CV, mais aussi en termes de réseau, tu vois. Parce qu'en fait, on va discuter avec beaucoup de partenaires et on va pouvoir du coup directement proposer des profils intéressants que nous, on va suivre de près, qu'on envoie notamment à des hackathons, etc. Et eux, ça va leur permettre en fait de faire des stages dans des belles boîtes, quoi. Donc oui, c'est super intéressant pour les étudiants dans nos antennes de rejoindre Cryptosphère parce qu'en fait, pour te dire, on a tellement d'opportunités que parfois c'est super dur de vraiment euh, allouer des membres à toutes les opportunités qu'on a, quoi. Ok, super intéressant. Alors, d'ailleurs, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, vous savez, dans les commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Que vous soyez étudiant ou porteur de projet et que vous souhaitez contacter l'association pour soit être mis en relation avec des ressources potentielles. Vous avez des alternants, par exemple, dans vos membres, ou c'est que des personnes qui font des parcours en initial? On a tout, on a alternant et initial. Ouais, parce que c'est vrai que moi j'ai pas mal d'étudiants qui viennent me voir en privé en me disant Jérém, je cherche un stage, j'ai envie de faire une alternance dans le secteur du Web3, tu connais pas une boîte qui recherche, etc. Et pour le coup, c'est vrai que j'imagine que vous avez tissé depuis quelques années maintenant un réseau énorme au niveau de l'écosystème Web3, donc hyper utile à mon avis par rapport à ça. Question en commentaire. Alors bon, à la limite, je vous mettrai en relation tous les deux, tu vois. Mais là, on a Paul, par exemple, qui est membre du club privé, et qui nous dit, je suis actuellement à l'EM Lyon. Donc, EM Lyon, une des plus grosses écoles de commerce de France, hein. Je crois qu'elle doit être dans le top 5, dans le top 5, hein. Ouais. Donc lui, il est dans l'association Tech Jeux vidéo. Ok. Cryptosphère est pas encore implantée, hein, sur le campus. Est-ce qu'un rapprochement pourrait être fait pour ouvrir une antenne? Parce que lui, il aimerait bien organiser justement, voilà, des formations, des trucs, etc. Alors, au-delà de son cas particulier à lui, et je vous mettrai en relation si vous le souhaitez, Ouais, avec plaisir. est-ce que c'est comment on fait quand on est un étudiant et qu'on se dit, OK, moi j'adore la crypto, mais dans mon établissement, il n'y a rien. Eh bien, comment je fais? Je contacte Cryptosphère de quelle manière? C'est quoi les conditions pour pouvoir ouvrir une antenne enfin, pour que vous ayez envie l'intérêt d'y aller, puisque vous êtes limité en ressources. Vous pouvez pas, j'imagine, aller partout, hein. Enfin, je ne sais pas. Comment ça se Ouais. passe? Alors globalement, en fait, faut être étudiant, voilà, déjà d'une école d'enseignement supérieur. Faut nous contacter par mail ou directement sur LinkedIn. Donc, Paul, je t'invite à m'envoyer un message. Euh, D'ailleurs, en plus, à l'EM Lyon, il y a déjà eu une tentative. Ça s'est pas fait, mais on a un écosystème aussi à Lyon qui est en train de se Alors là, développer. c'est drôle parce qu'en live, on a un mec qui s'appelle Jules Foa Ouais, qui nous dit que, en fait, j'ai monté une antenne à Lyon. Il est à l'EM Lyon d'ailleurs. Donc, c'est ça. ok, donc ça se trouve, ça existe déjà, mais c'est Paul qui est pas au courant, peut-être. Bah ouais, bah, Paul, je t'invite à Bon, contacter Jules. ils vont se mettre en relation, mais comme je disais, donc au-delà de ce cas personnel, voilà, comment vous décidez d'aller dans un établissement ou un Ouais. autre, et comment il faut faire pour vous contacter, quels sont les meilleurs moyens, voilà. Alors par mail sur notre site ou alors sur LinkedIn directement aux différents membres du bureau. Nous, en fait, on n'est pas ultra exigeant parce qu'en fait, ça reste de l'associatif, on n'est pas une boîte, hein. On ne demande pas des KPIs ou des grosses promesses. En revanche, ce qu'on demande, c'est une certaine implication, une équipe prête pour justement mener la barque. Il faut savoir que les associations, enfin les antennes sont autonomes et indépendantes. Donc nous, bien sûr, au niveau de Cryptosphère France, on va les aider. Et aussi, on est une communauté d'entraide. Donc en fait, voilà, on se partage les infos, on s'aide énormément. Mais si une antenne veut vraiment vivre en solitaire, ce que je ne recommande pas parce que c'est pas intéressant, elle peut. Et donc du coup, sur ce principe, on demande juste une équipe donc de 3-4 personnes motivées qui sont prêtes à mener la barque. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est une association qui monte, hein. C'est pas juste un petit club de passionnés. C'est Ok, vraiment une donc chaque association. antenne, c'est une nouvelle asso qui monte.
C'est ça, C'est c'est pas ça. Alors, Cryptosphère, l'assaut entre guillemets mère, qui ouvre défi. Non, c'est donc il y a un nouveau président d'assaut pour une nouvelle assaut. À chaque fois, c'est une nouvelle personne morale qui est créée, c'est ça. exactement. Alors Ok, non, tu peux avoir dans certaines écoles, tu peux créer des clubs. Donc c'est des assos sans paperasse, je dirais. Et ça a le mérite d'exister, ça marche très bien aussi, hein. Mais oui, sinon, on a du coup des associations qui se créent loi 1901, qui sont ensuite affiliées à Cryptosphère France. Voilà, donc globalement, c'est comme ça que ça se passe. ok, très cool. Et donc là, alors parlons un peu de chiffres maintenant. Donc combien de membres? 1000, 800, c'est ça? 800, 1000? 800, ouais, 800. Ok. 800 en comptant les alumni. Les alumni, c'est les anciens étudiants, c'est ça? Exactement, Ok. c'est les anciens étudiants qui contribuent de temps en temps et qui sont toujours présents et qui participent justement à renforcer notre réseau en fait auprès des partenaires. Ok. Combien d'établissements? Combien d'écoles? Donc on est dans plus de 22 établissements. Ok, d'accord. Ouais. Ok, très cool. Messieurs, Foudre, Kevin, Arnaud, Joachim, Philippe, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à lever la main. Et c'est quoi en attendant, hein, c'est quoi les ambitions et les projets de CryptoStone? Donc, continuer à grandir, évidemment. Mais Cryptosphère. j'ai Stone, c'est dit autre chose. CryptoStone. Ah ouais, je suis un ouf. Je m'en suis même Mais pas c'est rendu normal, en compte. même temps c'est facile. C'est Ouais, très facile. alors bon, bah, merci frérot. Donc je te repose la question et après je vois des mains levées. Non, vous savez quoi? Tu gardes ma question pour la fin sur les ambitions et le futur de l'assaut. D'abord, je vais laisser la parole à Arnaud et ensuite à Philippe. Déjà, moi j'ai envie de commencer par un bravo. J'ai un petit frère qui a 21 ans et qui est pareil, études, monde associatif et qui évidemment est passionné de blockchain aussi. Et bravo à vous les gars parce que clairement vous avez compris que cette techno c'est aussi un peu l'avenir de beaucoup d'industries dans le monde. Euh, Ma question pour toi, c'est est-ce que c'est aussi compliqué que dans le monde associatif classique, les BDE, etc., de motiver les gens, ou parce que justement c'est quelque chose de plus passionnel, entre guillemets, je suppose que tu n'as pas de slacker qui débarque dans ton assaut pour, juste parce qu'il y a de la lumière. Est-ce que les gens se bougent le cul un peu plus? Alors nous, on a des problématiques assez uniques. Forcément, comme on parle de blockchain, du coup, il y a de la crypto-monnaie. Dans les périodes où le cours est haussier, bah forcément, on a des étudiants qui veulent, comme moi au début, hein, qui viennent juste pour se faire de l'argent, motivés par les investissements. Et donc ça, c'est des membres bien évidemment, il y a une sélection qui est faite par les différentes antennes, mais c'est des membres qu'on essaye d'éviter. Après, on est ouvert à tous, forcément, parce qu'on évolue. Mais si quelqu'un vient en fait juste pour l'argent, juste pour l'argent, juste pour l'argent, et qu'il n'a pas intérêt d'évoluer en fait dans l'écosystème et qui veut juste profiter voilà, des alphas, et de toute façon, c'est pas ce qu'on fait, hein. Nous, on va pas dans le groupe qu'on a, on va pas partager les différents shitcoins qui peuvent faire x 1000, tu vois. Donc voilà. Et après, pardon, c'était quoi ta question? Ma question, c'était si jamais on compare avec le, Oui. le monde associatif étudiant normal, à quel point en fait c'est dur de motiver les gens à se bouger et à créer des choses. Ouais. Bah, après, oui, on a forcément des contraintes comme toutes les autres assos, hein. On a des membres qui sont un peu moins motivés. Et ça, c'est très compliqué parce que du coup, ça sort du cadre de la blockchain. Et ça, c'est des trucs sur lesquels nous, on doit travailler, que ce soit nous, présidents d'antenne, mais aussi membres, comment motiver les différentes personnes. Parce qu'en fait, au final, ça reste une asso comme les autres, avec les mêmes problématiques, même si nous, on a de la blockchain, de la crypto. Les problématiques sont les mêmes. Mais après, je dirais qu'on a des membres, par contre, pépites, qui en fait sont tellement passionnés, qui vont vraiment driver à eux tout seuls l'association, tu vois. Et ça, il n'y a pas dans les autres assos. Donc voilà. Ok, j'ai une autre question follow-up Ouais. sur le business model de ton asso. Aujourd'hui, toi, t'es plus étudiant. Euh,
comment est-ce que tu comptes pérenniser l'assaut dans le temps? Je suis désolé si jamais je te pose une question auquel tu as répondu avant, j'ai géré deux, trois trucs à côté, donc j'ai pas entendu. Comment je compte pérenniser l'assaut? Dans le temps, ouais. Est-ce que tu cherches des sponsors? Ouais. Enfin, en fait, toi, tu es plus étudiant et tu fédères, mine de rien, des étudiants en dessous, dans chaque école. Comment est-ce que tu veux la pérenniser dans le temps? Comment est-ce que tu veux pérenniser Ouais. Cryptosphère dans le temps? Alors, je dirais que Cryptosphère est déjà pérennisé parce qu'en fait, on a déjà des partenaires qui nous suivent depuis quelques années maintenant, qui financent nos différentes activités, nos différents événements. Et en plus de ça, on a les cotisations. Donc au final, en fait, on est juste sur la bonne voie de croissance et de développement. Donc à ce niveau-là, il y a pas de souci. On a comme Ok, trop cool. Tu leur proposes quoi à tes sponsors, du coup? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ouais. chez toi en échange de contributions? Alors les sponsors, forcément, ils essayent de diffuser leur technologie à un maximum de personnes. On parle beaucoup avec les fondations des différentes blockchains, notamment. Et en fait, on va faire des ateliers. Ils vont être sponsors de gros événements, notamment comme le Cryptosphere Blockchain Summit qui arrive là le vendredi 12 avril, où en fait, ils vont se positionner comme sponsors. On va faire des workshops, ils vont faire des keynotes. Et en fait, c'est aussi pour eux un enjeu de diffusion et de marketing, tu vois. Non seulement pour dire qu'ils sont là présents en France, mais aussi qu'ils sont présents auprès des étudiants et qu'il y a une communauté de développeurs qui se développe en France, en fait. Et donc ça, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on donne en échange, en fait, de la visibilité non seulement en France, mais aussi auprès de nos étudiants, nos développeurs, sur différentes thématiques. Voilà. Et après, il y a des projets, il y a différents projets, en fait, qui sont demandés par différents projets, différents protocoles. Mais ça, c'est au cas par cas, en fait. Donc, grosso modo, voilà, c'est ça. Ok. Merci, Matt. Je crois que Joachim, tu as baissé la main ou j'ai rêvé? Non, c'était Non, toi, moi, je c'était moi. sais, mais Joachim, tu l'avais levé à un moment donné, non? Non, je l'ai pas levé. Ah bah j'ai rêvé. Alors vas-y, mon Philippe, avec plaisir. Vas-y. Ouais, salut Matt, franchement, super boulot. Moi, j'ai moi-même participé à des associations de mon école, donc j'étais à l'EPITA, moi, et c'est un bon moyen de pouvoir discuter, d'avoir franchement, des belles tables rondes avec pas mal de profils de l'école différentes et des différentes majeures. Après, moi, quand je regarde sur votre site, je vois beaucoup d'écoles business, ou en tout cas, je vois plus d'écoles business que d'écoles tech, si je me Ouais. trompe. Donc, pardon? Oui, oui, non, vas-y, pardon. Du coup, ma première question, ça serait de savoir, est-ce qu'il y a une différence de réception des écoles? Est-ce que les techs, par exemple, sont plus fermés que les business? Est-ce que vous sentez il y a une différence à ce niveau-là? Ouais, alors je dirais que pour forcément pour les étudiants d'école de commerce et de management, c'est plus simple d'ouvrir une asso parce que c'est plus des sujets de management en fait et de cohésion de groupe. Alors que dans des écoles techniques, eux, ce qui leur intéresse, c'est vraiment, tu vois, le développement, quoi, ce qu'il y a derrière, le back-end, la technique. Et donc, en fait, ouais, il y a quand même une certaine corrélation. On a eu pas mal d'ouvertures d'antennes dans des écoles d'ingénieurs et de programmation. Et elles sont un peu moins actives que les écoles de commerce. Et on a aussi eu des tentatives, je dirais, d'ouverture d'antennes dans d'autres écoles d'ingénieurs. Mais en fait, ça prend toujours du temps. Alors souvent, c'est aussi lié à l'administratif. Donc, comme je disais avant, on a encore du mal à se faire plus ou moins respecter. Ils ont encore beaucoup de mal à accepter que la blockchain puisse être diffusée auprès des étudiants parce qu'eux, ils assimilent en fait au mal, en fait, au mal. Donc en fait, ça dépend vraiment des différentes institutions. Mais je dirais que le premier pain point, c'est l'administration, en fait. Ça dépend vraiment de l'administration. Je pense que dans les écoles de commerce et de management, ils sont un peu plus cléments. École d'ingénieur, et je pense qu'ils sont un peu plus durs. Donc voilà, après ça, moi, j'ai repris la présidence là en février. C'est des sujets sur lesquels je vais me pencher. J'aimerais vraiment qu'on soit beaucoup plus dans des écoles d'ingénieurs parce qu'en fait, c'est vraiment là où les étudiants vont s'éclater en fait en blockchain parce que
on a des profils variés et différents. On a pas mal de développeurs et d'ingénieurs, mais il en faut plus justement pour continuer à construire l'écosystème, quoi. Ouais, non, parce que moi je le vois en fait. Moi j'ai discuté avec mon école Epita il y a 2 ans. Je voulais essayer de voir pour essayer de lancer un cursus blockchain. Ça a été assez compliqué. Il faudrait que je réitère cette opération, mais voilà, c'était pour voir votre expérience. Et ma deuxième question, alors c'est un peu pareil que quand on dit si on veut plus de femmes dans la tech, il faut aller cibler avant l'université. Est-ce que vous avez des activités dans les lycées, par exemple, ou peut-être pas collège, c'est un peu tôt, j'imagine, mais est-ce que dans les lycées vous vous intéressez à cet aspect pour attirer plus de femmes dans notre domaine? Alors non, pas du tout. Le lycée, je pense pas qu'on ait fait d'expérimentation de diffusion dans les lycées. C'est un peu compliqué, je pense. Bah Mais ça après, va, il y a des associations antiracistes, LGBT qui vont dans les lycées. On peut faire une association blockchain qui va faire un peu de lobbying dans les lycées, non? Politiquement incorrect. Ok, pardon, vas-y Mathias. Ouais, non, à ce titre, c'est pas quelque chose qu'on a en perspective. Nous, vraiment, on commence en enseignement supérieur et en plus, les membres en général qui adhèrent et qui sont pris et qui sont actifs, c'est les gens qui sont 1 ou 2 ans après le bac, en fait, qui ont un peu pris en maturité, qui veulent vraiment construire un projet pro, se faire un réseau. Et le faire dès le lycée, en fait, je sais pas si c'est compatible, mais c'est un truc qu'on pourrait étudier, bien sûr. Et après, pour rebondir sur la question des femmes et de la diversité dans la blockchain, ça, c'est des sujets qui vraiment, qu'on comprend à cœur, mais c'est vrai que c'est compliqué en blockchain. C'est vraiment compliqué. Même nous, tu vois, à notre échelle, dans les différentes antennes, en fait, on a très, 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 très peu de femmes qui candidatent pour l'association. Mais en soi, je vais Et te dire, c'est pas, enfin, pardon, hein, mais moi, je m'étais intéressé beaucoup à la question. Le problème vient pas de la blockchain, le problème vient de la tech en général. Les meufs sont pas attirées par la tech. Il y a 12% des profils tech aujourd'hui dans les écoles qui sont des femmes. Donc, en fait, la blockchain n'est qu'une sous-partie, en fait, du secteur des nouvelles technologies. Donc, en fait, tu n'as pas à t'en vouloir, Mathias, ne t'en fais pas. Non, mais on peut faire. C'est clair, tu vas dans une école de com et tu as C'était pas Non, un non, 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 reproche, mais moi je hein. répondais à Mathias qui dans sa réponse disait on fait ce qu'on peut mais on n'y arrive pas. Mais en fait le mouvement, alors on peut essayer à l'école de foutre à la maternelle je sais pas mettre les enfants avec des faux ordinateurs et peut-être que dans leur cheminement de pensée elles vont vouloir faire du code toute la journée, tu vois. Mais la vérité c'est qu'il n'y a pas d'appétence pour la partie tech et donc forcément ça se dilue en fait, enfin ça se déverse pardon sur la blockchain qui est encore vue aujourd'hui comme un métier tech. Après, par contre, quand tu prends le secteur du marketing, plus que du bizdev, parce que c'est pareil, un business c'est très masculin comme activité, mais sur la partie marketing, c'est des métiers qui sont quand même assez féminins, en tout cas féminisés. Là, pour le coup, on voit un peu plus de femmes. Mais voilà, donc je pense que mais ouais, c'est au-delà de la blockchain, hein, Mathias, je pense en tout cas. c'est clair, c'est vraiment. T'as le Ouais. même ratio quand tu vas dans une formation luxe, dans une école de commerce ou dans une école de com, tu vas avoir le même Tu ratio vas dans en l'autre sens, coiffure, hein. il y a Et 3 mecs, franchement, quoi. faut Donc, voilà, c'est. Ah, mais exactement. je C'est pense se battre contre le courant, Non, hein. non, C'est se ce battre qu'on va contre le devoir courant pour target cette audience-là, Oui, ça va mais être je le sais même gaming, pas, la gamification, je un peu sais de tout même ça. pas, et après, on a 2 personnes qui ont demandé la parole et que je vais prendre plaisir à leur donner. Ah, Non, je non, vous laisse. t'inquiète, Philippe. Mais d'ailleurs, c'est un vrai sujet que j'aimerais qu'on ait un jour. On va l'avoir, ce sujet. Ouais, parce qu'il y a plein de gens qui font des tables rondes, comment onboarder les meufs, etc. Bon, ok, la question, elle est de savoir, en fait, la vraie question, c'est est-ce que on a besoin d'avoir des femmes dans l'écosystème? Moi, je pense qu'on en peut en avoir envie. On doit évidemment voilà, les accueillir mais comme on accueillerait un homme, en fait. Mais je sais pas en quoi avoir une femme, c'est-à-dire un individu de sexe féminin, peut, voilà, je n'arrive pas à me dire que c'est un objectif, un but en soi. Non, on a besoin de ressources, on a besoin de personnes de qualité, on a besoin d'innovation, on a besoin
d'investisseurs, on a besoin d'utilisateurs, on a besoin de développeurs. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans Clash de Blockchain. Est-ce qu'on a besoin que ces individus soient forcément de sexe féminin? Je ne sais pas. Est-ce que dans la coiffure, on a besoin d'avoir des coiffeurs hommes? Ben non, en fait, on s'en tape. On a besoin d'avoir des bons coiffeurs ou des bonnes coiffeuses. Mais ça, c'est mon parti pris à moi. D'ailleurs, il est très loin d'être majoritaire, je le sais. Mais on aura un débat là-dessus. Et donc, pas ce matin, s'il vous plaît, parce que sinon, on va évidemment niquer le programme. Mais je vois, je vous ai chauffé à blanc et voilà. On reste sur Non, mais l'onboarding des t'es dégueulasse étudiants. parce que toi, tu donnes ton avis Ouais, et ouais, personne n'a le droit ouais, de donner le sien exactement. après. Ouais, c'est comme ça. Non, mais parce qu'on aura une table ronde et vous aurez tous l'occasion de me répondre et mieux même de peut-être même de me convaincre que j'ai tort. En revanche, restons sur l'onboarding parce que là, par contre, on est dans le cœur du sujet et Ouais. ça va intéresser Mathias. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait venir. Parlons de l'onboarding. Quels sont ceux Et là, si par contre vous avez des questions, Foudre, Joachim et Philippe, on a encore un petit peu le temps. Mais quels sont justement les principaux freins? Alors, on a parlé évidemment des préjugés de hack, etc. Mais quels sont les autres préjugés de hack? Est-ce que, notamment, j'imagine, la partie éducation, les gens soit ne connaissent pas, donc ça, c'est une question de notoriété, peut-être les gens ne savent pas c'est quoi, ou d'éducation, d'essayer de leur faire comprendre les enjeux. Et j'ajoute une dernière question sur la partie, parce a priori, on fait des études pour trouver du taf, hein, quand même. Donc, peut-être que certains sous-estiment le potentiel derrière, que ce soit de rémunération ou de recrutement. Et là aussi, comment vous agissez là-dessus? D'ailleurs, je précise pour contextualiser la question, la fois où j'avais rencontré Mathias Vallès, c'était à l'occasion d'une table ronde organisée par Doug Finance, un des cabinets de recrutement les plus célèbres dans la partie banque assurance, etc. Et justement, on avait plein d'étudiants qui étaient venus et qui nous posaient des questions en disant, mais est-ce qu'il y a vraiment du taf? Et on était en 2021, donc en BER, hein. Est-ce qu'il y a du taf si je fais des études liées de près ou de loin à de la blockchain, ou même si à titre personnel je m'intéresse à la blockchain, est-ce que ça va être valorisé sur mon CV? Donc est-ce qu'il n'y a pas besoin que vous ou les pouvoirs publics s'emparent de ça pour faire connaître un peu le potentiel de ce secteur? Attends, est-ce que tu peux juste Elle est me trop longue synthétiser ma la question? question, mais même moi je me suis rendu compte, c'est un truc de ouf. Non, en gros, voilà, quelles actions vous menez pour lever les barrières à l'entrée et les préjugés? Et derrière, est-ce que selon toi, on ne sous-estime pas le potentiel du marché, donc je parle de recrutement là pour le coup, pour les étudiants qui s'intéresseraient d'une manière ou d'une autre à l'écosystème Web3, on va dire. Non, c'est clair. En fait, l'écosystème, il est en plein boom, il est en plein développement et c'est aux étudiants, on va dire, de créer les prochaines initiatives, les prochaines boîtes, en fait. Nous, en fait, au sein de Cryptosphère, attends, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Non, t'inquiète, même moi, ma question, elle m'a fatigué. Bon. Non, parce que je suis à Londres, là, je fais des hackathons en ce moment. Mais oui, c'est clair que en fait, il y a une asymétrie d'information justement liée à l'écosystème. Les étudiants, en fait, et surtout dans l'enseignement supérieur, je dirais, ils sont plus ou moins sur une voie entre guillemets royale, où en fait, ils savent ce qu'ils doivent faire, notamment en finance, en fait, où c'est très linéaire. Tu sais que si tu fais tel ou tel stage, bah, tu pourras atteindre un certain palier et atteindre certains jobs. En blockchain, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, il faut vraiment participer, il faut vraiment s'engager, il faut vraiment échanger avec les différentes personnes, il faut vraiment se construire un réseau soi-même de A à Z et pas grâce à, je sais pas moi, un club comme les clubs de finance ou quoi, où après tu peux te faire pistonner. Ici, c'est assez atypique en fait. Mais je dirais que c'est surtout lié au développement de l'écosystème, quoi. Et donc, ouais, nous, on essaie de justement diffuser ce genre d'opportunités un maximum à nos étudiants, à nos membres. On fait aussi notamment des partenariats avec des partenaires et les RH justement pour soit diffuser des offres massivement, soit pour faire des sortes de webinars où en fait on va expliquer aux différents membres comment rejoindre la blockchain, comment trouver un job, comment trouver un stage. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et en plus, en blockchain, comme c'est décentralisé, tu as beaucoup de jobs qui se font en full remote ou à temps partiel, qu'il faut aller soi-même dénicher, soit au fin fond d'un groupe Telegram ou groupe Discord, soit vraiment parce que tu es en contact avec un tel ou un tel.
Donc c'est vrai que c'est des trucs assez compliqués, quoi. Donc Ouais. l'internationalisation des offres, c'est aussi un truc qui peut freiner Oui, parce quelques que personnes. d'ailleurs, j'avais une question sur cette partie-là que j'ai oublié d'ailleurs de te poser, mais tiens, on va finir là-dessus. Quelles sont les ambitions de Cryptosphère et surtout vos ambitions au niveau européen? Parce que moi, j'en avais parlé avec Mathias, donc il y a justement donc 2 ans, et il me disait que on est une des plus grosses assos même au niveau européen en fait. Alors, parce Ouais, qu'il n'y a pas d'asso comparable dans d'autres pays. C'était un peu ce que m'avait dit. Et d'ailleurs, quand on a reçu Faustine Fleuret de l'ADAN la semaine dernière, on lui a posé la question et elle nous a dit aussi un peu pareil. Il n'y a pas beaucoup d'associations comme l'ADAN dans d'autres pays européens. C'est pour ça que eux, ils ont tendance parfois même à essayer d'ouvrir des antennes en Belgique, en Espagne, etc. Qu'en est-il de Cryptosphère? Et après, on finira l'interview. ouais. Non, c'est clair qu'en France, en fait, on a vraiment la chance d'avoir un écosystème bouillonnant, en fait. On a plein de gens, plein de ressources. Et c'est vrai que c'est assez unique, en fait. C'est assez unique. On est premier en Europe, comme la Dan, tu as dit. Et il y a plein d'autres projets qui sont en fait français et qui marchent très bien et dont on est fier. Alors nous, en fait, les enjeux vont surtout être tous ceux que j'ai expliqués avant, de continuer sur cette voie-là, de renforcer un peu l'image de marque de Cryptosphère, donc nationalement mais aussi à l'international, notamment à travers des compétitions, des hackathons, euh, notamment avec des collabs, notamment avec l'envoi de certains membres à différentes conférences, etc., etc. Également aussi à renforcer notre réseau, renforcer aussi, parce que je ne sais pas si tu sais, mais on a un accélérateur qui s'appelle le Cryptosphère Accélérateur, dans lequel en fait on accompagne différentes startups, soit de Cryptosphère directement, donc lancées par des étudiants, par des membres, soit par juste des gens de la communauté. Donc tout ça, c'est géré par Jules Foy, qui est ici présent, dont on avait parlé avant. Et donc en fait, continuer en fait le développement de l'écosystème à notre échelle, tu vois. Donc c'est sur tous ces aspects sur lesquels on essaye de se solidifier. Et voilà, et épauler aussi les différentes institutions, tu vois, comme la DAN et comme les autres assos blockchain ici en France. Enfin, nous, on est vraiment dans une optique de collaboration parce qu'en fait, nous, c'est gagnant-gagnant. Si l'écosystème se développe, les étudiants, ils auront plus de boulot, tout le monde va être content. Ok, eh ben écoute, merci pour cette réponse. Et merci pour cette interview. D'ailleurs, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Mathias, je te souhaite bon courage. Alors, ça change toutes les semaines, tous les mois, les présidents chez vous? C'est tous les jours. Il est drôle en Non, plus. non, c'est chaque année. C'est chaque année, c'est un mandat d'un an. Voilà, et tu voulais savoir un peu plus sur comment ça se passe pour devenir président. En fait, il y a un check qui est fait avec le bureau et ensuite c'est le président qui doit faire son choix parmi les candidats en accord avec le bureau. Donc on n'est pas encore, je dirais, 100% décentralisé, mais un jour on le sera et ça va être super. Donc, attends, j'ai pas compris. C'est quand c'est les changements? C'est tous les combien alors? Donc c'est tous les févriers. Ah, donc c'est Ouais, tous les ans. ouais, c'est ça, Putain, tous je les te ans. jure, j'ai vraiment l'impression que ça change plus souvent, mais c'est juste que le temps passe vite en fait. C'est ça. Ok, très clair. Merci beaucoup, Mathias. Et ben, on te souhaite une belle, comment on appelle ça, une présidence? Bah oui, une belle présidence. Un beau mandat, Un ouais. beau Merci beaucoup. mandat. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était très cool. Eh ben, écoute, plaisir partagé. Et puis, bah, on recevra ton successeur l'année prochaine pour suivre un petit peu voilà, les avancées de Cryptosphère. Et on y croit beaucoup et on sait que ça passe évidemment par là. Plus tôt on est sensibilisé sur les enjeux du Web3 et plus notre écosystème sera riche de ressources et de compétences. À bientôt. Merci. Salut Mathias. Hey, il est 11h30, on a rattrapé le retard et on est grave à l'heure. Donc, je suis trop content. Alors, les amis, je vous le dis, je sais que le sujet des femmes dans le Web3 est un sujet qui est, je pense, très important et qui suscite beaucoup de discussions et beaucoup de débats. Donc, je vous le dis parce que je vous ai tous frustrés, je le sais. C'est mon petit plaisir personnel. Comme hier, quand je vous ai dit que j'avais des grosses leaks et que j'allais vous les donner et que je vous ai laissé aller vous coucher sans rien vous donner. Voilà, c'est mon petit côté un peu taquin. Bon, on va faire ce débat. Mais il faut avoir une table ronde qui soit intéressante. Déjà, qu'on ne fasse pas que ça entre hommes, sinon c'est pas drôle. Mais des femmes des deux côtés,
pas juste des femmes féministes, mais aussi des enfin féministes. Je parle de néo-féminisme, hein, je parle pas des féminismes, du féminisme des années 80. Voilà. Mais voilà, donc des femmes avec de différents avis, des hommes évidemment, parce que je pense qu'on ne fait pas avancer la cause des femmes qu'entre femmes. Mais on l'aura ce débat et on l'aura le plus vite possible. Voilà, je vous le dis. Parce que même moi, c'est un sujet qui me passionne et qui n'est pas que politique. Il est aussi business, il est aussi marketing, il est aussi, je pense, anthropologique même, je pense qu'on peut le dire. Vas-y Arnaud, sans rentrer dans le débat, mon frérot, mais vas-y. Non, non, bien sûr. Tu sais que il me semble pas que tu étais là, c'était un space que j'avais animé, mais avec Charlie Perrault des Échos. Charlie, elle est très engagée, on en avait parlé Oui, justement, j'étais là et enfin, je l'ai écouté parce qu'elle est de très loin, engagée là-dedans. mais oui, c'est vrai. Ouais. Absolument. Bah voilà, c'est quelqu'un qu'on pourrait rappeler parce que mine de rien, elle se bouge là-dessus pour promouvoir elle part du principe que c'est vachement dans la représentation et dans le montrer des femmes qui font des choses différentes qu'on va donner Ok. des envies. Donc ça pourrait être quelqu'un De toute façon, on d'intéressant. discute de ça et puis il faut pas annoncer la table avant qu'elle soit faite. Donc, on annoncera les participants déjà quand ce sera fait. Et puis, il faudra aussi qu'il y ait des petites surprises, hein. Le but d'un tour de table, c'est ça. Tu connais Michelle Obama, toi? Alors, On je peut suis aussi à, avoir je Michelle suis à, Obama, ça peut à être pas mal ça. 7 personnes de Michelle Obama. Il faut juste que je les contacte. Mais non, mais en tout cas, voilà. Mais d'ailleurs, je vous le dis alors à tous, et après on passera à la petite chronique de Frenchy qu'on accueille avec plaisir. Il y a déjà 2 sujets là qui sont en cours de constitution. 2 sujets, parce qu'en fait, on va le faire de plus en plus dans GMMVX. Je trouve que c'est excellent. Des thématiques en fait sur lesquelles on va regrouper un panel d'experts sur le sujet. Je peux déjà vous donner les 2 sujets, les 2 prochains sujets qu'on va faire. On va faire une table ronde autour des privacy coins. Et je vous le dis, on a réuni un panel d'experts qui va être hyper intéressant pour essayer de comprendre que ce soit le marché, la tech, le potentiel et même la philosophie derrière les privacy coins. Et puis on fera également une autre table ronde sur la social fee, la finance des réseaux sociaux. Bon, je sais pas si on le traduit comme ça. Bon, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, la social fee, qui est une narrative hyper intéressante. Et là aussi, on a constitué un panel très intéressant. Et ça, c'est déjà daté. Et ce sera au mois d'avril. Je sais plus exactement le jour. Mais voilà. Et donc, on fera un sujet aussi sur les femmes dans le Web3. Donc voilà. Donc petit à petit, on essaiera tous les mois, ou peut-être même plus souvent d'ailleurs, d'organiser des tables rondes dans GMMVX pour voilà, discuter de différents sujets. Et moi, je serai toujours évidemment le modérateur pour venir casser les couilles à tout le monde. Voilà, si ça vous va. Donc, Frenchy, déjà, comment tu vas, mon frérot? Écoute, ça va au top du top. J'ai fait mon petit sport, ma FOMO du jour. Enfin, je suis passé au-delà de ma FOMO du jour d'avoir raté le Baumé Coin, évidemment, hein, qui est vraiment le même coin qui a fait x100 en moins de 24 heures et sur lequel peut-être honnêtement 20 à 30% des personnes de mon entourage sont rentrées. Donc énorme FOMO hier et ce matin. Mais ça y est, petit sport, petite douche, retour à ma routine classique. On est là aujourd'hui pour discuter ensemble, donc tout va bien. Écoute, tout ça est très, très excitant. Figure-toi que moi, j'ai acheté du baume. Je sais pas si c'est le bon, mais j'en ai acheté et il a fait, moi, au moment où je l'ai acheté, j'en ai mis 20 balles et j'avais 50 balles ce matin. Donc j'ai acheté certainement tard. Je sais même pas si c'est le bon d'ailleurs, mais voilà. C'était pas un baume pour tes hémorroïdes, non, c'était l'autre. On voit que ça te rappelle des souvenirs, Joachim, mais on en a plein de cultes et d'anecdotes, hein. Mais voilà, donc en tout cas, pour une fois dans ma vie, parce que là, je suis chez Yo, en fait, et Yo est un chasseur de shitcoins. On s'est amusé hier à acheter quelques shitcoins. Voilà, bon, alors, on va parler NFT. Pourquoi est-ce que tu es là ce matin? Déjà parce qu'on t'adore et parce que de temps en temps, tu viens nous voir, mais aussi parce que hier, je t'ai envoyé un petit message parce que je vois que le marché NFT s'écroule et que tout ça fait parler, forcément. Et que nous, on n'est pas des gros spécialistes de l'écosystème NFT en dehors de Multiversix. Et donc, j'ai cherché dans mon entourage quelqu'un qui va pouvoir nous expliquer un petit peu, mais pourquoi ça se casse la gueule. Et j'ai pensé à toi et à Monsieur Rabbit. Et je me suis dit, non, je vais proposer à Frenchy. Et donc, tu as accepté tout de suite. Et donc, tu es là ce matin. Donc, est-ce que tu peux nous faire une petite overview un petit peu de qu'est-ce qui se passe?
Bien sûr. Alors, en Je réalité, t'ai pas ce qui est en présenté, train de se pardon, passer. je t'ai pas présenté. Frenchy, Non, pour ceux ah qui oui, savent oui, oui, pas. Non, mais t'inquiète, c'est t'inquiète. important. Frenchy, pour ceux qui savent pas, c'est le fondateur ou cofondateur, j'en sais rien, et hôte de Proof of French, qui est un space qui est animé 3 fois par semaine et qui est euh, plutôt spécialisé sur l'écosystème NFT. C'est en français, mais vous parlez parfois d'autres choses, et puis vous recevez des gens, et puis il y a une ambiance de malade. Enfin voilà, moi c'est un space que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pour la petite présentation, c'est important. Soyons polis quand même quand on reçoit des gens. Bon, écoute, je pense que beaucoup de personnes maintenant ont l'habitude de me voir dans le space, mais effectivement, pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh ben, ça aurait été une introduction parfaite. Écoute, ce qui est en train de se passer actuellement dans le marché des NFT est quelque chose qui, moi, me paraît assez logique, mais qui, évidemment, comme à chaque fois que ça arrive, eh ben, entraîne des est-ce que les NFT sont morts? Est-ce qu'on est dans un désastre? Est-ce que c'est enfin fini? Alors que, évidemment, bah, comme d'habitude, on voit des liquidités qui bougent d'un endroit à un autre. Et donc, tout simplement, pour moi, ce qui est en train de se passer actuellement, et évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est mon opinion personnelle, avec les NFT qui sont en train, il faut le dire, hein, tout de même, de s'effondrer en termes de floor price, et ben en fait, c'est tout simplement un problème qui est ce que moi j'appelle le coût d'opportunité. Là, en gros, simplement pour vous faire une petite overview, on a les Pudgy Penguins qui étaient ceux dont tout le monde dit ça y est, ça va lead le Web3 côté NFT, c'est les prochains. Ils avaient flip les Bored Ape en termes de floor price tout de même il y a quelques semaines, et donc ils étaient montés à plus de 21 Ethereum de floor price à l'époque. Enfin, on dit à l'époque, c'était il y a seulement quelques semaines, en février, mais c'est une époque dans le Web3. Et donc, en fait, bah là, tout simplement, on est très, très proche. On est en train de frôler les 10 ETH de floor price. Donc, on est sur une division par deux, clairement, en l'espace d'un mois. Idem pour les Bored Ape qui sont autour de 13 ETH, qui sont même descendus à 11 ETH. Et les mutants qui sont passés sous leur prix de mint. Le prix de mint des mutants, à l'époque, était de 3 ETH. Et aujourd'hui, on est sur des mutants aux alentours de 2.2, 2.3 ETH de floor price, sachant que c'est quand même des assets qui, à une certaine époque, en 2021, même les mutants, alors même qu'il y en a 20 000, ont valu jusqu'à 15 ou 20 ETH de floor price avec un ETH dans les prix qu'on retrouve actuellement. Donc oui, effectivement, ça fait peur à beaucoup de monde. Énormément de gens sont en train de se demander si c'est pas la fin des NFT sur Ethereum et la fin des NFT en globalité. Et moi, tout simplement, ce que je pense, c'est que actuellement, la préoccupation des gens, c'est justement ce que j'ai appelé ce coût d'opportunité. C'est-à-dire que là, on est dans un climat où on a quand même des cryptos qui ont affiché des rendements de dingue récemment, assez incroyables. On a des shitcoins qui ont affiché des multiplicateurs inimaginables. On en parlait justement au tout début de cette rubrique avec Baumé qui a fait un x100 en l'espace de même pas 24 heures. Et donc, en fait, bah, tout simplement, rester illiquide dans un NFT qui garde du coup sa valeur en ETH alors qu'il y a plein d'autres cryptos sur lesquels actuellement on peut faire des multiplicateurs incroyables, et ben c'est juste pas la préoccupation du moment en fait. C'est juste pas ce qui attire l'attention parce que bah, en ce moment, on voit des meme coins qui explosent, on voit des dog with hat qui sont en train d'être listés sur tous les plus gros exchanges et qui font des multiplicateurs de dingue, qui sont en train de se rapprocher des plus grosses crypto-monnaies. Le dog with hat qui est rentré, je crois, dans les 50 ou 60 plus grosses crypto-monnaies hier. Donc tout simplement, aujourd'hui, c'est pas les NFT qui ont l'attention et en termes d'opportunités, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant en ce moment. Et puis, il faut le dire aussi, c'est vrai, le problème un petit peu parfois du marché des NFT, c'est le fait qu'on passe toujours d'une nouveauté à une autre. Donc les gens restent très peu dans une collection. Donc il faut vraiment faire le taf comme jamais pour que ça puisse être intéressant. Et donc bah, forcément, quand l'attention n'est pas là parce qu'il y a mieux à faire ailleurs, bah, même les nouveautés intéressent de moins en moins. Et donc, que ce soit les anciens projets ou les nouveautés, c'est pas là que la liquidité va. Donc, selon toi, Je pense que. Ouais, d'une part, pardon. on a un aspect donc cyclique, c'est-à-dire que, et ça, je te rejoins assez, on a un côté, on a un marché qui est très cyclique en fonction des, alors j'en ai marre un peu du mot narratif, d'ailleurs, c'est pas vraiment narratif, là, c'est plus au niveau secteur. On a le secteur DeFi, secteur NFT, secteur
plutôt major caps, secteur infra, etc. Et en fait, c'est vrai que l'un, en général, va après l'autre. En fait, il y a entre guillemets, une hype sur un secteur. Ensuite, il y a une prise de profit. Ensuite, les profits se diluent vers un autre secteur. Et donc, c'est assez cyclique. Donc ça, je te rejoins assez là-dessus. Et donc, peut-être que là, voilà, les NFT sont un peu moins, entre guillemets, à la mode ces derniers temps. Et à côté, tu dis aussi que peut-être que ça a peut-être aussi un peu trop monté sur certains blue chips comme les Penguins là qui ont monté très très fort. Et pareil, prise de profit, peut-être au profit d'un écosystème shitcoin qui pump un peu, ou peut-être même des tokens qui sont peut-être plus liquides. Il y a un arbitrage de la part des investisseurs. En gros, la liquidité n'est pas infinie. Et si à un moment donné, elle vient d'un endroit pour aller à un autre, est-ce que tu ressens ça, toi, parfois, des gens qui se disent, voilà, les NFT, c'est bien joli, au niveau communautaire, c'est chambé, tout ce que tu veux, mais c'est quand même assez peu liquide, alors que si j'achète un token, bah voilà, c'est beaucoup plus facile pour le revendre sur le secondaire. Je te laisse répondre à ça et ensuite, Joachim, je te donne la parole. Alors oui, effectivement, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et je vois Matt comment dire, dans les auditeurs, Matt la banane avec qui on avait fait un space là-dessus, c'est la raison pour laquelle il y a une nouvelle norme de token qui est arrivée, hein, qui s'appelle les ERC 404 et devenu ensuite DN, enfin amélioré pour devenir DN 404 par la suite, et qui ont explosé récemment. D'ailleurs, on a vu sur Blur, c'est peut-être un des seuls actuels qui est en train d'exploser en termes de floor price. C'est un projet qui s'appelle Asterix, parce qu'ils ont annoncé une levée de fonds auprès de très 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 gros investisseurs. Et c'est un token justement qui permet d'avoir quelque chose de totalement fongible, mais quand on a un entier, bah, tu as une image qui apparaît sur OpenSea, sur Blur, etc. Donc c'est une sorte de mix entre des NFT, parce que tu as l'image du collectionneur. Si tu veux garder ton image, tu peux la garder. Mais si tu veux pouvoir vendre un certain nombre de tes tokens, tu peux, parce que c'est des tokens en réalité totalement fongibles que tu as dans ton wallet. Donc on a ces choses-là qui évoluent. Pour beaucoup, c'est le futur un petit peu justement du fait d'avoir la possibilité d'avoir des NFT plus liquides, d'avoir des market cap carrément sur les NFT, et de parler en market cap plutôt que de parler en floor price, parce que c'est un des soucis C'est dans Banane la qui tête avait de fait beaucoup une de personnes vidéo côté là-dessus, NFT. d'ailleurs. C'est qui Banane, tu il dis, a fait pardon? une vidéo ou un post là-dessus? Exactement. Quand je disais Matt Ouais, qui est dans mais l'audience, je c'est crois que Matt la j'avais banane, vu hein, sa évidemment. vidéo et effectivement, ouais, j'ai tout compris. Bravo d'ailleurs, Matt, pour cette vidéo. Je me rappelle, à l'époque, j'avais kiffé quand tout le monde en parlait, quoi. Mais ok, donc toi, tu penses que c'est ça l'avenir vraiment, ou est-ce que tu penses que c'est juste une passade et qu'on reviendra au bon vieux NFT comme on a l'habitude Alors, c'est simple, pour moi, personnellement, je pense que là, on est dans un moment justement où on va purger énormément. Mine de rien, un divisé par deux sur PUBG, les mutants qui passent en dessous de 3 ETH, tout ça, c'est quand même des choses qui sont très, 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 très significatives du fait que, pour le moment, on n'est pas sur des choses qu'on imagine, on n'est pas sur des communautés qui sont à 100% solides, on est aussi beaucoup sur des personnes qui sont encore là uniquement pour de l'argent, et qui sont encore uniquement là pour chercher la meilleure liquidité, et qui vont passer, on l'a vu, hein, c'est passé de Ethereum vers Ordinals, et ensuite c'est passé, les Ordinals ont aussi subi cette grosse baisse, un petit peu moins, mais ils l'ont quand même beaucoup subi, et c'est passé des Ordinals vers les mêmes coins. Mais en réalité, pour moi, c'est aussi dans ce genre de moment qu'on peut déterminer quelles sont les IP qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Mine de rien, les PUBG, ils étaient en dessous de 10 ETH il y a quelques mois seulement. Aujourd'hui, ils sont encore à 10 ETH. En termes d'investissement, on n'est pas sur un mauvais investissement avec l'ETH qui, en plus, a beaucoup augmenté ces derniers mois. Donc, on n'est pas sur des pertes forcément gigantesques en termes de dollars si on regarde sur les derniers mois, mais simplement, ça montre en réalité qu'on a besoin aussi, qu'on est toujours dans un marché, qu'on subit ce marché, et que ça va permettre de purger un petit peu pour savoir quels sont les vrais bons projets ou pas, ce qui pour moi n'est pas forcément quelque chose de malsain, bien au contraire. Et puis ce sera, excusez-moi, c'est mon farming en même temps. J'ai des petits réveils pour mes farming, et donc j'ai un réveil qui a sonné derrière pour farmer. Oui, désolé. Voilà, effectivement, je dois aller farmer quelque chose après. Mais oui, très sincèrement, moi en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Moi, si vous me posez la question, il y a certaines collections sur lesquelles je vois des soldes phénoménales. Il y en a d'autres sur lesquelles je me pose la question, et sur lesquelles je me dis, est-ce qu'on est vraiment dans une communauté qui m'intéresse? Est-ce qu'on est vraiment sur un projet qui m'intéresse ou pas? Et pour le DN404 et le RC404, je pense que c'est un des futurs des NFT. Et si vous me posez vraiment la question, je pense aussi que c'est surtout un des futurs des shitcoins.
Parce qu'en réalité, si tu imagines qu'à chaque fois que tu as un dodge entier, tu as une petite image de chien qui apparaît, bah, on commence à se retrouver dans un entre-deux entre un shitcoin et Pokémon. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup. Très intéressant. Vas-y, Joachim. C'est super présentation, Francis, c'est extrêmement intéressant. Et pour moi, je suis beaucoup moins dans l'espace NFT que toi, mais je suis beaucoup tout ce qui est un rapport avec le gaming. Et je me demande s'il n'y a pas aussi, comme on disait, quand même ce changement de narrative qui faisait que au Bull Run dernier, il y avait beaucoup cette idée de prestige, de communauté, de faire partie des selected few. Je sais pas comment dire ça en français. Euh, d'une certaine classe. Et donc, il y avait les BayYC, ainsi de suite, qui euh, étaient. Alors, oui, tu avais des avantages, tu avais du merch, tu avais le Hype Fest, etc. Mais il y avait quand même un aspect social, comme tu aurais une Black Card Amex. Euh, et Ouais, c'était un peu une Rolex au poignet, voilà. hein, on est d'accord à 100%. Et j'ai l'impression que cette narrative a un peu disparu parce que à la fin du compte, tu te rends compte que oui, comme tu dis, tu as énormément de liquidités accrochées sur une PFP qui, en plus de la déception du lancement de leur Other Side, a peut-être Le réveillé, métaverse. oui, a peut-être réveillé certains des investisseurs sur pas mal de collections et aussi Pudgy Penguin. Je veux dire, je trouve que beaucoup des choses qu'ils font sont géniales, mais de là à ce que leur NFT valent, comme on dit, 10 ETH, c'est quand même énorme parce qu'en fait, ça crée aussi une énorme barrière à l'entrée. Je sais qu'il y a les Lil Pudgy, mais encore une fois, Lil Pudgy, c'est un ETH presque. Euh, et on voit qu'il y a d'autres projets qui ont opté pour des floor price beaucoup plus faibles, des quantités beaucoup plus grandes. On voit par exemple, beaucoup de personnes parlent de Parallèle, qui est donc dans le gaming, et on voit qu'il y a pas mal de ce genre de collections qui se portent quand même beaucoup mieux, justement parce qu'elles ont une utilité constante et un prix d'entrée beaucoup faible. Parce que même les mints de nos jours, j'ai l'impression que le prix de mint a quand même beaucoup baissé comparé au bull run précédent. Alors, pour moi, il y a deux choses. La première, effectivement, je suis d'accord avec toi, on a des prix qui ont beaucoup baissé, mais on a aussi des supplies qui ont énormément baissé. Et donc, ça sert le marketing. On se retrouve avec des free mint, mais de 750 NFT. Et sur ces 750, il y en a beaucoup qui vont être donnés à certains influenceurs. Et donc, finalement, on se retrouve avec un free mint qui ensuite monte directement à 0,3, 0,4, 0,5 ETH et qui, pour la masse, devient un prix d'entrée qui est les prix d'entrée qu'on a connus un petit peu précédemment. C'est pas c'est pas universel. Il y a aussi des mints moins chers avec des plus grosses supplies. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément ce qui est hype actuellement. Et on s'en rend bien compte, les gens veulent de la hype, malheureusement, qu'on le veuille ou non, ça reste quelque chose d'important dans le monde des NFT. Il y a deux choses pour moi qui sont différentes. Dans le cadre pardon, d'un jeu vidéo, etc., je suis d'accord avec toi. Il est très important, et quand les gens savent qu'il s'agit d'un jeu vidéo, quand les gens savent pourquoi, etc., il est très important qu'il y ait une accessibilité qui soit, une accessibilité qui soit, comment dire, une entrée qui soit très accessible, même si en réalité, on regarde quand même, en ce qui concerne les collections de Genesis, hein, par exemple sur Parallèle, etc., on est quand même sur des 1.2, si je ne dis pas de bêtises en ce moment, ETH, ce qui correspond tout de même à 4500 dollars. Je ne pense pas que n'importe qui soit dans le gaming ait envie de mettre ça pour pouvoir avoir la meilleure chose d'un jeu qui est en train de faire ses preuves. Donc, est-ce qu'on est encore surpricé? Peut-être. Ou alors, et là, c'est un peu moi, ma façon de penser le narratif des NFT quand il s'agit de vrais gros IP ou quand il s'agit de jeux qui pourraient vraiment donner quelque chose par la suite. Je pense qu'il y a aussi des gens qui, très sincèrement, sont en train de parier sur le fait que on est en train d'inverser la façon dont les IP se créent. C'est-à-dire qu'à une époque, on a Star Wars qui se lançait, qui était un blockbuster parce qu'il y avait les meilleurs réalisateurs derrière, mais parce que évidemment aussi l'histoire était phénoménale. On retrouvait les mythes auxquels on croit tous, mais d'une façon différente, etc., etc. Et
des figurines sont sorties avec des très low supply. Et aujourd'hui, ces figurines-là, si tu veux pouvoir les obtenir en bon état, bah, tu vas devoir payer 30 000, 40 000, 50 000, parfois 150 000 dollars pour pouvoir les obtenir. Et en fait, bah, je pense que ces IP qui sont en train de se créer ou le coût d'entrée d'un Pudgy Penguin pour n'importe qui chez Walmart est en réalité de 15 balles. C'est d'acheter une peluche, de scanner, d'avoir son petit NFT et de pouvoir ensuite jouer dans le monde des Pudgy Penguins. Mais les vraies figurines qui vaudront un jour du 30 000, 50 000, 150 000, il y a des gens qui sont déjà en train de parier dessus parce qu'ils estiment que Lucanet est capable de créer l'IP de demain qui va être les Pat Patrol de demain ou ce genre de choses. Et en fait, tout simplement, et les Pokémon de demain, etc. Et donc, je pense qu'il y a un petit peu ce pari on est parti via et par la communauté, certes avec quelque chose de spéculatif, mais on a une communauté qui est en train de créer quelque chose de dingue. On rend, et notamment Pudgy le font de façon intéressante, à la communauté via les licences. Donc il y a quand même des gens, et notamment il y a un Français qui s'appelle Fifi, les amis, qui a été pris pour la saison 2. Dès qu'un jouet va être vendu avec l'IP de son Pudgy, il va toucher 10%. C'est énormissime, hein, ce qui rend aux personnes qui vont être sélectionnées pour les ventes de jouets, etc. Surtout quand on voit ce qui est fait en termes de vente de jouets, c'est sold out dans énormément de magasins. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont en train de parier sur le fait que les NFT Genesis d'aujourd'hui sont les figurines Star Wars les plus rares de demain. Et donc, en ce sens, évidemment qu'il y a de la spéculation, mais est-ce que pour autant ça veut dire qu'elle est totalement dénuée de sens? Je ne suis pas sûr et certain. Non, je pense qu'on se rejoint là-dessus. C'est pas que tout asset dans un jeu ou dans un univers ou comme tu dis dans une IP se doit être accessible, mais quelque chose doit l'être. Il doit y avoir une porte d'entrée parce qu'en fait, c'est un peu ça. Comment quelque chose est censé euh, devenir courant, devenir dans la vie présent dans la vie de tous presque, si si il y a ce barrage d'entrée. Par exemple, si on prend l'exemple encore une fois des BayYC, je sais que certains ont vendu leurs images à des marques de vêtements, mais est-ce que tu as envie de t'acheter un t-shirt d'un BayYC que t'appartient pas? Non, pas vraiment. Alors que bon, une peluche d'un pingouin qui t'appartient pas pour ton gosse, c'est autre chose. Il y a une toute autre relation avec. Et je pense justement que c'est cette réflexion de Lucas qui a fait que il y a plus d'espoir, j'ai envie de dire, aujourd'hui là-dedans que dans tout ce que fait Yuga Labs, parce qu'à chaque fois que Yuga Labs crée un mini-jeu, ben, il faut avoir 10 cas d'assets pour pouvoir faire quoi que ce soit avec. Et je suis d'accord, hein, notamment d'ailleurs pour Dookie Dash 2, ils ont enfin annoncé que l'entrée allait être possible pour tout le monde. Et pour moi, c'était évidemment enfin quelque chose d'important. Il faut bien entendu que ces singes-là, après qu'on les trouve beaux, qu'on les trouve pas beaux, c'est une chose. À 150 ETH, tout le monde les trouvait très très beaux. Donc pour moi, ça c'est vraiment une question comment dire, d'objectivité et de subjectivité pure selon le marché et évidemment selon ses sentiments personnels. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que ces singes, il faut que ces différents assets puissent aller dans les mains de tout le monde, que les gens puissent se les approprier sans avoir besoin de savoir s'il s'agit du singe qui est à quelqu'un ou pas. Non, c'est un singe dans un jeu vidéo auquel je joue et ce jeu est super sympa et me permet de passer des bons moments dans ma journée. Je pense effectivement que c'est une des choses essentielles en ce qui concerne les NFT aujourd'hui. Je pense effectivement que Lucanet le fait très bien. On a quand même des collections de NFT comme les Captains de Mimland, etc., qui se tiennent toujours en floor price. On a eu une petite chute ces derniers temps, on ne peut pas dire le contraire, mais qui tiennent quand même des floor price assez intéressants parce que eux ont décidé d'avoir ce côté Web3, ce côté à mettre en place la possibilité de staker carrément ces tokens d'une façon assez intelligente. Ils ont compris un petit peu à la Blur comment tenir les gens et tenir leur bague. On a différents types, honnêtement, de façons de faire. Avec la liquidité qui revient un petit peu dans le marché, je trouve que c'est intéressant et Ok. j'ai hâte de voir un petit peu Merci. où est-ce qu'on ira. Mais je suis d'accord avec toi, il faut qu'il puisse y avoir un accès plus simple aux IP, ça Merci c'est clair et net. beaucoup. Merci Fredchi d'être passé ce matin. C'était hyper intéressant. Clash de blockchain, ça commence dans 5 minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause pendant 5 minutes. D'accord? Donc, je vais couper le micro. Comme ça vous laisse le temps d'aller boire un verre d'eau, prendre un café. Et on commencera donc dans
5 minutes, hein, le grand débat sur le défi de l'adoption. Donc voilà, je coupe les micros. Encore merci Frenchy d'être passé ce matin. Et puis bah, reste avec nous. Tu vas voir, je pense que ça va beaucoup t'intéresser. À tout à l'heure.